dès qu'on fait quelque chose dans notre vie, notre cerveau nous donne un cocktail hormonal. C'est un vrai dealer, notre cerveau, en fait. On reste des usines chimiques quand même, et on le sous-estime, ça aussi. La pensée, c'est pas juste de la pensée, c'est quelque chose qui est complètement en lien avec le corps. Chaque pensée va créer une réaction physiologique, va créer une réaction chimique. Tu parlais de la capacité d'exploration du cerveau en disant qu'on pourrait donner des cours de cerveau. Le niveau d'attention globale d'un enfant, il est en train de s'effondrer, et il y a un moment où ça devient vraiment dramatique et questionnant. Mais à quel moment on va prendre des enfants, même assez jeunes, pour leur dire on va vous expliquer comment ça fonctionne. La plupart des musiciens vont dire je ne compose pas dans un état normal de conscience, au fond. Et ils vont même chercher des états non ordinaires de conscience pour plonger dans des créativités plus fortes. Ce que les sportifs appellent le flow aussi, c'est ça? Exactement, oui. Oui. Et on a presque l'impression parfois quand on est dans ce type d'état qu'on est un peu sur un pas de côté, justement, Oui, qu'on oui. n'est pas nous-mêmes à faire ce qu'on fait, mais que ça se fait automatiquement, naturellement. Mais tu sais, je pense pas qu'on soit nous-mêmes à faire ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et bien Kevin, bonjour. Bonjour César. Ravi de te recevoir ici pour ce 3e épisode. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Moi, je t'ai connu à travers notamment de tes vidéos D'accord. par rapport à ton organisme de formation. Mais tu fais plein de choses, tu es conférencier, tu écris, on va parler aussi un petit peu de ce bouquin, sans forcément revenir sur tout ce que tu as pu faire. Tu peux simplement nous parler un tout petit peu de ton organisme de formation et ce qui t'a poussé à le créer? Oui, alors c'est un organisme de formation qui est spécialisé sur l'hypnose. Alors l'hypnose d'accompagnement, qui est très loin de l'hypnose de spectacle. C'est une hypnose qui permet aux gens d'évoluer et de changer, donc on pourrait appeler ça de la psychothérapie, même si le mot aujourd'hui est plus facile à utiliser, que j'ai créé il y a un peu plus de 20 ans. C'est la 22e année même qui commence là. Et qui est aussi un centre de recherche où on essaie d'étudier la question des états de conscience, donc c'est lié à l'hypnose toujours, pour mieux comprendre comment ça fonctionne et surtout pourquoi ça semble aider des gens à changer, à se transformer. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Moi j'ai commencé en tant que praticien, et puis en créant cet organisme, j'ai commencé à former et à essayer de mettre en place en fait une formation pour qu'on puisse y avoir un jour un métier qui revient à pratiquer l'hypnose pour accompagner des gens, un métier si possible officiel un jour. Et je crois que tu as formé plusieurs milliers de personnes, plus de 3000 je crois. Oh oui, même plus, parce que là, on doit former entre 500 et 600 personnes par an sur les différentes antennes. Oui, oui. Et donc j'imagine que tu as plein de feedback de tous les thérapeutes ou toutes les personnes en hypnose que tu as formées déjà au travers des années. Oui, oui, oui. Puis j'ai eu l'occasion aussi de diriger le syndicat des métiers de l'hypnose, donc on est très en lien avec les professionnels qui s'installent. Et c'est un métier qui était vraiment balbutiant il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui qui commence à s'institutionnaliser tout doucement, en tout cas. Il y a encore du travail, mais on souffre de pas mal d'images un peu sulfureuses du mot hypnose, qui est quand même un mot assez lourd à porter. Donc ça demande un peu de temps. Et puis surtout, la question des états de conscience, on se la réapproprie dans notre culture, et c'était plus du tout le cas il y a une vingtaine d'années. Donc c'est un long mouvement, mais qui est passionnant du coup. Mais justement, pour entrer dans le podcast à travers plein de termes que tu utilises et qu'on pourrait presque définir, comment est-ce que toi t'expliques de manière assez simple finalement ce qu'est l'hypnose? Parce que tu t'en parles très justement. Les gens ont un peu cette image des spectacles à la Mesmer entre l'hypnose de spectacle et finalement l'hypnose comme un outil thérapeutique potentiellement. Oui. Du coup, je suis curieux d'avoir un peu ton approche là-dessus. En fait, il y a eu plein de définitions de l'hypnose dans le temps, et c'est pas facile de le définir parce que ça dépend du point de vue qu'on peut avoir. Mais si on voulait être très très simple, on pourrait dire que l'hypnose, c'est un ensemble de moyens pour accéder à des états de conscience qui sont pas ordinaires pour nous. On a notre état de conscience ordinaire, et puis parfois on passe dans d'autres états de conscience. Une expérience qu'on connaît tous, c'est l'expérience artistique, par exemple. Être plongé dans un film, dans un livre, dans une musique, ça décale un peu notre état de conscience. On sait qu'une œuvre d'art peut avoir cet effet-là, mais on ne sait pas forcément le reproduire, et quand ça arrive, c'est un peu spontanément. Et l'idée de l'hypnose, depuis très longtemps, c'est d'arriver à provoquer ce genre d'état, et puis plein d'autres états aussi, parfois des états aussi plus profonds. Et après, il y a les utilisations de ça, ce qu'on appelle l'hypnose, parfois c'est l'état, parfois c'est l'utilisation. Les utilisations de cet état sont, les plus connues sont les utilisations thérapeutiques au sens très large du terme, peut-être qu'on pourra définir ça. En tout cas, il semble que ça soit un outil naturel pour aider les gens à mieux comprendre comment ils fonctionnent et à changer, à évoluer dans leur vie. Tu parles justement d'état modifié de Oui, conscience. Ça correspond à quoi? Alors souvent on parle de la conscience, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué à définir. exactement, oui, oui. Ça pourrait nous laisser penser qu'il y a une forme d'inconscience, mais ça, c'est un terme qu'on connaît, en tout cas thérapeutiquement parlant. Justement, comment on atteint un état modifié de conscience et qu'est-ce que ça permet? En fait, alors déjà, c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est est-ce qu'il y a un état normal de la conscience? Évidemment, la réponse est non, dans le sens où ça fluctue en permanence. Comme tu dis, c'est très complexe de définir la conscience. C'est une problématique on est très très loin d'avoir une définition acceptable. Mais simplement, on sait qu'il y a des choses dont on prend conscience dans notre vie, et puis il y a des choses qui passent un peu sous le radar. Et tout ça, ça reste dans une part inconsciente de nous. Et c'est comme si dans notre état, dans nos états ordinaires, on avait accès qu'à une toute petite partie de nous-mêmes. Imagine une zone éclairée au milieu d'une immensité obscure. Eh bien, on ne voit qu'une toute petite partie de cette immensité, celle qui est éclairée. Donc ça, on pourrait dire que c'est la zone consciente. Parfois, il arrive qu'on arrive à éclairer d'autres zones de nous. Dans le sommeil, par exemple, on a accès à d'autres choses, on a moins accès à nos états habituels.
Si on a un état de fièvre, par exemple, ou si on a un état de transe provoqué par une substance psychoactive, par exemple ce qu'on va trouver dans le chamanisme, on va éclairer d'autres zones. Et il semble qu'il y ait plein d'états de conscience qui puissent exister, que l'être humain peut avoir accès à ces états-là, que par exemple un méditant ou par exemple quelqu'un qui est en train d'avoir un acte de création, un musicien ou quelque chose comme ça, vont accéder à d'autres états, mais que le fait de se mouvoir dans ces états-là est, dans notre société occidentale, en tout cas, une chose qui est quasiment inconnue de la plupart des gens. C'est-à-dire quand ces mouvements de la conscience existent, ils arrivent un peu par hasard, et quand on essaie de les reproduire, on manque d'outils pour arriver à les reproduire. Donc souvent, les gens sont un peu confinés dans un tout petit schéma, dans un tout petit périmètre d'eux-mêmes, alors qu'en fait, il y a plein d'autres états à explorer. Je crois que tu en parlais justement dans un TEDx, qui a Oui. même 1 million de vues, une vidéo très vue sur YouTube, où tu parlais de la capacité d'exploration du cerveau, en disant qu'on pourrait donner des cours de cerveau. Moi, je serais curieux que tu élabores un petit peu ce sujet-là. Ah, il y aurait plein de facettes de ça. Dans cette vidéo, j'en parlais du côté pédagogie. Parce qu'il y a un manque, je pense, dans notre éducation. C'est qu'on va nous apprendre plein de choses, des choses qui sont utiles, que ce soit lire, compter, faire les apprentissages basiques, mais à aucun moment, on nous apprend comment il faut faire pour apprendre, comment il faut faire pour se concentrer, comment il faut faire pour être créatif. On est en plus dans des enjeux, cette vidéo, elle date un petit peu, mais les enjeux, ils grandissent parce que le niveau d'attention globale d'un enfant, il est en train de s'effondrer. Et il y a un moment où ça devient vraiment dramatique et questionnant. Et souvent, à part diagnostiquer, et puis dire, bah voilà, il y a un problème, on va appeler ça TDAH, hypersensibilité, etc. On va mettre des étiquettes dessus. Mais à quel moment on va prendre des enfants, même assez jeunes, pour leur dire, ben, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Il y aurait des manières très simples d'expliquer ça à un enfant. Et on va entraîner la concentration, on va entraîner une certaine capacité de formuler des pensées, etc. Quand je dis cours de cerveau, c'est qu'en fait, notre cerveau fonctionne de manière presque autonome, archaïque, quelquefois, parce qu'il a des réflexes. Et nous, on pourrait l'aider à fonctionner différemment, mais il nous faut une méthode pour ça. Donc je pense que déjà à l'école, on pourrait très bien imaginer, même dès le CP, hein, un apprentissage humain, comment on fonctionne, même un cours d'émotion, comment ça fonctionne une émotion. Quand on voit qu'un être humain, dès qu'il est en stress, il perd ses facultés, lui apprendre à gérer des émotions comme celle-là, ça serait quelque chose de tout à fait facile, en fait, à l'âge de 5-6 ans. Sans doute plus facile à cet âge-là même que si on essaie d'apprendre ça à un adulte de 50 ans qui n'a Parce que jamais plus entendu parler de ça. naturel, en fait, peut-être pour eux. Plus naturel, et puis c'est encore le moment où le cerveau est très flexible, quelque part. Donc il va y avoir quelque chose d'assez simple à comprendre comment il fonctionne, alors qu'il n'est pas encore chargé de plein de routines. Derrière, quand on apprend ça plus tard, on peut toujours, hein, évidemment, mais ça demande d'assouplir des routines qui ont un peu rigidifié nos fonctionnements. Mais du coup, ce serait former, j'imagine aussi des profs, Il faudrait passer aussi par ça, oui. Oui, oui. des jeunes enfants dont tu parles, la plasticité du cerveau, leur adaptabilité. Et en fait, c'est quoi? C'est leur permettre d'avoir des capacités de meilleure gestion émotionnelle, de travailler aussi sur leur peur, leur concentration. Par On exemple. pourra rentrer évidemment parce que tu prends plein d'exemples dans ton livre. Mais du coup, qu'est-ce que ça permet quand, dès le plus jeune âge, on arrive à avoir ces outils-là? Je pense que ça permet d'un côté une vie plus épanouie, une meilleure capacité de résilience. Dans une vie, on va tous rencontrer des difficultés et si on sait comment on fonctionne, on arrive mieux à dépasser des choses. Il y a une étude, par exemple, qui est passionnante, qui montre que, tu sais, quand quelqu'un vit une situation traumatogène, donc je sais pas moi, un attentat ou quelque chose comme ça, il y a un pourcentage de chances pour qu'elle développe un psychotraumatisme. On estime que c'est 25% à peu près de chances. Donc si 100 personnes assistent à un événement comme ça, un quart à peu près va développer un psychotraumatisme. Mais si on regarde une population qui a une pratique d'autorégulation, type méditation, hein, c'est la plus connue, ce chiffre-là descend énormément. C'est-à-dire que ça veut dire que des gens qui ont ces outils-là arrivent à mieux gérer des situations anormales de leur vie. Ce qui est vrai pour un traumatisme, c'est vrai pour plein de petites choses aussi, des choses plus simples. Mais ça va être des étapes de vie difficiles, des séparations, une pression au travail, des déceptions, des échecs, etc. En fait, sans outils pour gérer ça, on est soumis un peu aux aléas de la vie. Si on a des outils pour gérer ça, on va mieux gérer, on va mieux répondre en fait à ce qui se passe. Et dans des vies de plus en plus complexes et de plus en plus incertaines, on a encore plus besoin qu'avant d'outils d'autogestion cognitive quelque part. Mais pour reprendre l'exemple que tu prenais, je crois que d'ailleurs pour les victimes, des gens qui étaient au Bataclan au moment des attentats, Oui, sur le traitement post-traumatique, il y a eu de l'hypnose, plein d'autres tout à fait, types oui. Oui. d'outils, et ça leur a permis de retravailler un petit peu ces souvenirs. Je serais curieux justement de voir un peu dans le protocole comment ça se passe pour peut-être transformer la violence du souvenir en question chez la personne. Alors ça demanderait un peu de parler de la théorie des psychotraumatismes. En fait, tu vas vivre un événement. Déjà, ce qui désigne un événement traumatogène, c'est que tu vas avoir soit la possibilité tu vas être confronté à l'idée de la mort, hein, soit directement, soit indirectement, soit réellement, soit mentalement. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer quelquefois. On s'imagine qu'il va nous arriver quelque chose de très fort. Et derrière, selon les personnes, selon la manière dont on va gérer ce type d'émotion,
eh bien, il va y avoir plein de symptômes post-traumatiques. Par exemple, des réminiscences, ça c'est peut-être le truc le plus connu, mais tu as aussi des gens qui vont se mettre un côté vraiment je me coupe un peu du monde. Il y a plusieurs types de symptômes différents. Et en fait, une des choses qu'on peut faire pour ces personnes-là, c'est les aider à remettre en fait de la conscience sur ce qui se passe en elles. C'est-à-dire déjà à se détacher de l'événement pour le remettre dans le passé. Alors, dit comme ça paraît simple, mais ça passe par des mécaniques un peu plus complexes. Ça passe aussi par le fait de pouvoir exprimer et digérer les émotions. Donc il y a des protocoles de désensibilisation qui existent. Le plus connu par rapport à ça, c'est le MDR qui a été assez bien médiatisé, mais qui est en fait un dérivé de l'hypnose d'une certaine façon. Tu peux peut-être en dire un mot simplement pour les gens qui nous... Le MDR, en fait, en gros, la théorie sur le psychotraumatisme, elle est assez récente. Ça fait depuis la guerre du Vietnam, grosso modo, qu'on se pose vraiment la question du psychotraumatisme. Ça paraît étrange, mais avant, on se posait pas trop cette question-là, où elle était très très balbutiante. Et assez rapidement, il y a des personnes qui ont essayé de mettre en place des protocoles pour aider les gens à faire ce qu'on appellerait de la décharge émotionnelle. Aujourd'hui, la recherche a évolué, on voit bien que c'est pas si simple que ça, mais il y avait cette théorie que tout le monde pourrait imaginer, c'est que quand on vit une grosse émotion, elle reste peut-être parfois un peu stockée en nous, et qu'on a besoin d'un moment pour l'évacuer. Ce moment, il arrive rarement très tôt parce que dans l'urgence, on n'a pas le temps, et c'est pas ce qu'on a à faire. Puis après, socialement, on a vite envie de se couper de ce qu'on a vécu. Donc souvent, il y a une sorte de porte qui est mise, on n'y revient pas, et on s'aperçoit que si on fait ça, ça peut provoquer des dégâts à moyen ou long terme. Avec des gens qui revenaient de la guerre, parfois ils paraissaient bien, et puis des mois après ou des années après, ils avaient des crises assez fortes. Donc là, des gens ont commencé à se poser la question, est-ce qu'on pourrait éviter ça? Et donc, ils ont créé des protocoles qui aident les gens à replonger dans le vécu pour décharger les émotions. Donc, on n'y replonge pas vraiment complètement, mais c'est là que l'hypnose est intéressante, c'est qu'elle permet de bien doser le niveau où on y retourne pour que ça reconnecte à l'émotion et qu'elle puisse être accompagnée et évacuée. Et là, il y a vraiment une sorte de désensibilisation. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur la notion d'inconscient, parce Oui, que en t'écoutant, ce qui me frappe, c'est que tout est évidemment lié aux émotions, à sa capacité à potentiellement faire un pas de côté et prendre conscience qu'on n'est pas forcément ses émotions, en tout cas d'avoir un recul là-dessus. Aujourd'hui, on fait plein de choses, on respire sans forcément en prendre conscience. Alors, on peut oui. faire des travaux conscients de respiration, mais du coup, heureusement que l'inconscient existe. Est-ce que tu peux dire un mot et comment ça se passe, comment se crée un traumatisme à partir du moment où il y a cette séparation qui est faite, où on n'a pas forcément conscience qu'on est en train de vivre un traumatisme? Bah, c'est une part hyper importante de notre vie, la part inconsciente. On la sous-estime, je pense, encore. Tu sais, c'est intéressant parce que c'est une notion qui est quand même assez récente. Les prémices viennent de Spinoza, puis après, c'est au XVIIIe siècle qu'on a commencé à envisager qu'il y avait un inconscient chez l'humain, tout doucement. Ça a mis un peu de temps quand même. Parce que avant ça, les gens pensaient que quand ils avaient une émotion, presque ça venait de l'extérieur. Quand tu regardes comment les gens parlaient de leurs émotions avant le XVIIIe siècle, et quand quelqu'un n'allait pas bien, c'était pas un problème d'inconscience, c'était un problème de possession, par exemple, où c'était un esprit qui prenait possession de la personne. On allait voir un exorciste à l'époque, il n'y avait pas de psychothérapeute. Donc on considérait que c'était des phénomènes extérieurs. Et tout doucement, on a internalisé ça. On a compris que dans l'humain, il y avait un inconnu. C'était un choc quasiment pour l'humanité de se rendre compte qu'il y avait un inconnu en soi. Au début, on l'a vu comme une entité à part entière, cet inconscient. Puis après, on s'est aperçu qu'en fait, non, c'est pas une entité, de même que la conscience n'est pas une entité. Il y a simplement des dynamiques intérieures, des choses qui sont conscientes et des choses qui se passent à un niveau plus inconscient, des choses qui nous échappent. Et que cette partie inconsciente, elle gère quasiment toute notre vie. Nos comportements, notre mémoire, notre imagination, nos rêves, nos réflexes, nos choix, parce que même nos choix sont beaucoup plus inconscients que ce qu'on imagine. Et du coup, on est un peu en pilotage automatique. On fait confiance en cette partie de nous parce qu'on n'a pas le choix, on ne pourrait pas gérer tout ça. Et cette partie de nous, elle est plutôt bien adaptée, elle s'est construite avec toute l'évolution humaine, donc elle est plutôt bien adaptée, mais parfois, elle n'est pas faite pour gérer des situations trop fortes, en fait, quelque part. Soit parce qu'elles sont répétées, soit parce qu'elles sont très puissantes émotionnellement. Et du coup, ça gère comme ça peut, mais il y a des moments où ça déborde, et il y a des moments où il y a une partie de nous qui prend des décisions qu'on n'aurait pas forcément aimé nous prendre si on avait eu le choix. Mais cette part de nous prend des décisions. C'est ça sans doute qu'on ignore le plus souvent. Donc imaginons, je vis une situation difficile. Cette part de moi se dit qu'il ne faut pas que ça se reproduise, donc elle va me couper de tout ce qui ressemble à ça. Ça amène des gens qui se dissocient de leur vie, par exemple. Je sais pas, moi je vis une séparation difficile, une part de moi donc veut me protéger et se dit il ne faut pas rencontrer quelqu'un vu que c'est dangereux. Donc maintenant on va couper les Oui, donc c'est émotions. des associations qui sont faites à travers l'émotion. C'est des mécanismes de protection, des mécanismes de censure qui se mettent en place. Et du coup, un être humain finit par avoir son périmètre de vie qui rétrécit avec le temps. Parfois, il y a des peurs qui vont se créer, il y a des portes qui vont se fermer, des blocages qui vont se créer. Et on voit qu'au bout d'un moment, il y a comme un truc qui s'atrophie un peu. On se retrouve dans une toute petite partie de nous-mêmes, barricadés. Et du coup, il y a des choix de sécurité qui, forcément, nous font renoncer à notre liberté d'une certaine façon.
C'est hyper intéressant, on pourrait creuser plein de choses sur l'inconscient. Moi, j'ai une première question peut-être pour creuser ce sujet-là. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vient de notre enfance? Qu'est-ce qui peut être, Jung parle de l'inconscient collectif. Finalement, qu'est-ce qui nous appartient vraiment? Alors, si la question c'est qu'est-ce qui nous appartient vraiment, je dirais pas grand-chose parce que beaucoup de choses ont été choisies sans nous. Évidemment, l'enfance, elle a une grosse partie parce que dans les premières années de notre vie, on est une page blanche quelque part. Il y a sans doute un peu d'inné, mais au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que l'acquis est quand même une chose extrêmement importante chez l'être humain. Toi ou moi, dans une famille différente, dans une culture différente, on ne serait pas les mêmes. On aurait peut-être des choses en commun, mais quand on étudie même des vrais jumeaux et qui sont séparés dans leur vie, ils peuvent évoluer dans des directions extrêmement différentes. Donc la génétique est souvent une part assez faible. Donc qu'est-ce qui va prendre de l'importance? C'est nos expériences de vie. Nos rencontres, notre culture, nos émotions, les croyances dans lesquelles on baigne, tout ça va forger un peu notre façon de fonctionner. Donc l'enfance a une part importante, mais il y a une théorie qui a émergé au siècle dernier, qui est la théorie constructiviste, euh, et qui dit que l'être humain, même s'il a une histoire, une biographie, il y a un moment où il est capable de se reconstruire, dès lors qu'il comprend qu'en fait ce qu'il est autant ce qu'il a vécu que l'histoire qu'il s'en raconte. Et en fait, cette histoire qu'on se raconte, c'est la manière dont notre inconscient perpétuellement est en train de remanier l'information. Mon passé n'est pas forcément une vérité. Il y a des faux souvenirs, il y a des choses qui sont réinterprétées. Et tout ça se joue au présent. Donc, le passé est comme une première donnée, mais qui est retravaillée au présent en permanence. Et on baigne comme ça dans quelque chose qui est assez instable, en fait, au fond. C'est presque une notion philosophique de la perception versus la temporalité. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de notre imaginaire, ce qu'on estime être les souvenirs qu'on a de notre passé, ça retravaille évidemment notre passé, mais souvent, et je crois qu'il y a plein d'études qui le montrent, c'est que ce qu'on imagine a autant de poids et de valeur que ce qu'on a potentiellement réellement vécu. exactement. En fait, tu sais, la mémoire, c'est encore un mystère quand même en partie, même si on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. On s'aperçoit déjà que notre mémoire n'est pas si fiable que ce qu'on pourrait imaginer. C'est très facile de créer des faux souvenirs et on s'en crée en permanence. Et qu'au fond, réalité et imaginaire, mémoire et imaginaire, c'est quasiment traité de la même façon. Du coup, ça a à peu près le même impact sur notre vie. C'est pour ça, par exemple, que quand des gens s'imaginent des scénarios alternatifs sur une scène, ça peut avoir un impact tout aussi conséquent que s'ils ont vraiment vécu cette scène-là. Ce qui est bizarre parce qu'on a souvent un goût dans notre société pour la vérité, pour un truc qui est stable, mais en fait, c'est pas comme ça que fonctionne notre cerveau. Oui, puis un événement peut être perçu de manière complètement différente. Je En prends plus, l'exemple d'un enfant qui joue à 5 ans avec son frère dans l'eau, qui se prend une vague énorme. L'un va rigoler, l'autre va pleurer. Ils vont pas avoir vécu du tout le exactement. même événement. Et pourtant, la vérité de l'événement, les faits, c'est qu'une vague leur est tombée dessus. Mais c'est l'histoire qu'ils vont se raconter. Cette histoire, Exactement. elle dépend de leur vision du monde, évidemment. Mais c'est vrai qu'on peut aider les gens à se raconter une histoire où un événement, par exemple, difficile, comme le fait d'être tombé, de s'être fait mal, fait qu'il est dangereux d'aller en l'eau. Et tandis qu'une autre personne va se dire c'est génial, je vais apprendre à surfer ou à nager et je vais en faire un élément de plaisir. Du coup, c'est le même événement, mais ça ne crée pas la même histoire chez nous. Hmm. T'en parles un petit peu, même beaucoup, dans ton livre. L'intuition, c'est quelque chose dont on parle assez peu finalement dans nos vies au quotidien, parce que tout de suite on a l'impression que c'est presque de l'ordre de l'intime, parfois même de l'ésotérisme. Mhm. Comment est-ce que toi tu le décrirais et comment est-ce qu'on peut s'écouter un peu plus en fait? Je pense que quand les gens pensent à l'intuition de manière ésotérique, c'est parce qu'il y a des gens qui ont essayé de définir l'intuition comme une sorte d'accès à des données qu'on n'aurait pas. Moi, c'est pas forcément ma vision. Je pense que l'intuition, c'est l'accès à des données qu'on a, mais qu'on n'a pas conscientisées. C'est-à-dire, par exemple, que là, on discute, il y a plein de choses qui passent dans notre communication. Et des choses sur lesquelles je ne vais pas mettre des mots parce qu'on est pris par la discussion, mais par contre, c'est quand même perçu par mes sens. Les sens captent beaucoup plus d'informations que ce qui nous parvient consciemment. En fait, tous les sens captent de l'information, ça va filtrer. Notre inconscient fait des choix de filtre. Et puis, il y a une petite partie qui va remonter jusqu'à la conscience. Mais toute cette matière, elle continue à agir en nous, à travailler, à créer des associations d'idées ou d'autres choses. Et du coup, parfois, dans ce qui nous a échappé, il y a des informations qui remontent. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas faire la différence entre intuition et peut-être des projections, par exemple, qu'on pourrait faire, ou des interprétations. C'est deux choses différentes. L'interprétation, elle peut être fausse, l'intuition, elle est souvent juste quand même. Mais comme on ne sait pas les différencier, on peut avoir du mal à les écouter. Donc ça s'apprend. Une fois qu'on sait écouter ça, finalement, on peut remarquer qu'il y a une partie de nous qui fait remarquablement bien ce travail d'analyse fine des perceptions qui sont parfois hors de notre portée, mais qui nous touchent quand même. Et d'ailleurs, souvent, on oppose un peu les gens très cartésiens, très rationnels aux gens intuitifs, presque comme les créatifs d'un côté qui seraient dans des publicitaires et les Oui. ingénieurs très très carrés de l'autre côté.
Est-ce que tout le monde a le même accès finalement à son intuition? Oh, je pense, et puis c'est dommage de poser ça parce que au fond, chez les chercheurs, chez les inventeurs, il y a quand même une belle part d'intuition. Bah, Et Einstein est un superbe exemple où lui par disait dans exemple, ses rêves trouver une partie des réponses et d'avoir des inspirations. mmh, Après, il l'exprimait à sa manière, mais parce qu'en fait, si on essaie de, je pense qu'on a un culte du mental dans notre société. On se dit que tout doit être résolu à partir du mental, voire de la volonté ou quelque chose comme ça. Mais même quelqu'un qui a une très très bonne connaissance des choses, il y a un moment, il doit faire confiance en son inconscient pour que ça avance. Avant le podcast, on évoquait le jeu d'échecs. Les joueurs d'échecs à bon niveau, en fait, disent qu'il y a une intuition qui travaille. Elle vient pas de n'importe quoi, elle vient du fait qu'ils ont vu des milliers et des milliers de parties. Mais heureusement qu'ils délèguent à une partie d'eux le fait de prendre des raccourcis de pensée pour arriver vers la solution la plus logique. Et c'est souvent après coup que la pensée refait le chemin. Ah bah j'ai fait ça parce que ça. Mais en même temps, c'est trop lent si je le fais avec la pensée. Donc faire des allers-retours entre conscient et inconscient, entre réfléchir à une problématique, la laisser poser après et laisser des intuitions venir, en fait, c'est ce que font les gens brillants la plupart du temps. et est-ce que ça peut avoir un lien avec la créativité? Justement, cette Oui. capacité de, on va dire, remettre à la surface tout un tas de choses qui peuvent être un peu enfouies et on appelle la créativité. Est-ce qu'elle vient de nous ou elle est uniquement liée à notre intuition? Bah, je pense qu'elle vient de nous et qu'elle se cultive aussi. Il y a des études sur la créativité qui montrent que les enfants de 6 ans sont quasiment tous hyper créatifs. Mais qu'à 18 ans, on est à 2-3% de la population. Donc, tu vois, il doit y avoir une sorte de problème entre les deux. Peut-être que ça s'appelle l'éducation, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on contraint la créativité pour qu'elle soit mise de côté. Et c'est dramatique parce qu'en fait, c'est quand même une part de notre vie qui est importante. Je sais pas toi, mais parler à quelqu'un qui n'a aucune créativité me semble beaucoup moins intéressant que parler à quelqu'un qui a sa singularité, qui regarde le monde d'une manière unique et qui va savoir remanier l'information. En fait, c'est ce qui fait la personnalité d'un individu, cette capacité-là. Si on est juste normé, on devient moins intéressant qu'une intelligence artificielle. Si on a de la créativité, peut-être qu'on a encore un petit temps d'avance sur l'intelligence artificielle. C'est drôle, j'allais parler et de singularité et d'intelligence artificielle. Donc, D'accord. tu fais le lien sur ce que j'allais dire juste après. En fait, effectivement, dans un monde où il va y avoir de plus en plus de robotisation, d'intelligence artificielle, à défaut, une intelligence artificielle, c'est juste un algorithme potentiellement poussé. Mais notre créativité, notre capacité de réflexion et potentiellement notre intuition, c'est des choses qu'il faudrait du coup beaucoup plus développer, qui Ah pourraient bah, faire partie de ces cours de cerveau. Pour moi, c'est essentiel, oui. En fait, je pense que, tu vois, par rapport à ça, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, quand tu lui demandes de faire un dessin ou un tableau ou quelque chose comme ça, c'est quand même bluffant. Bien sûr que ça utilise des données existantes, mais quand même, je pense que pour la plupart des gens, c'est pas des choses qu'ils auraient pu faire déjà. Donc on voit bien que pour la plupart des êtres humains, l'intelligence artificielle est déjà au moins à leur niveau sur la plupart des domaines qu'on n'aurait pas hyper spécialisés. Du coup, la seule chose qu'on peut faire pour essayer d'apporter une valeur ajoutée, c'est d'aller dans ce qui ne s'automatise pas, dans ce qui n'est pas que logique, dans ce qui n'est pas que... Enfin, c'est là que l'être humain peut être encore brillant, justement. C'est penser à des choses auxquelles on ne pourrait pas penser facilement. Et je pense que pour ça, oui, on doit éduquer notre cerveau pour justement qu'il sorte de la routine. Si on n'est qu'un être de routine, et je pense que malheureusement, nos pensées sont très semblables d'une journée à l'autre, pour la plupart d'entre nous en tout cas, on a des vies assez cadrées, on a des routines, on a des choses qui se répètent. Mais si on se laisse envahir par ça, ce qui peut être une facilité, hein, aujourd'hui c'est possible, c'était peut-être pas possible il y a encore quelques générations, mais aujourd'hui on peut vivre en totale sécurité la plupart du temps avec simplement des routines, mais ça atrophie quelque chose. Et pour moi, on doit pouvoir développer le côté inverse, c'est-à-dire nous rendre encore plus humains quelque part. Et peut-être que là, on a quelque chose qui est encore à vraiment explorer. Comment est-ce qu'on peut justement au quotidien développer ou travailler sa créativité ou son intuition? Tu en donnes quelques exemples dans ton livre, on abordera aussi d'autres Ouais, sujets, oui. mais est-ce qu'il y a des petits outils qu'on peut utiliser là-dessus? Il y a plein d'outils, en tout cas, dans notre état de conscience ordinaire, l'intuition et la créativité sont vraiment mises de côté. Notre état de conscience ordinaire, il est plutôt sur la pensée linéaire et rationnelle. C'est comme ça qu'on s'est forgé dans notre culture. Donc déjà, la première chose, c'est de changer d'état de conscience, d'arriver dans un état où on décloisonne. Et les états d'hypnose sont vraiment très intéressants pour ça. Dès qu'on est dans un état d'hypnose et qu'on attrape une pensée, on va se créer plein d'associations d'idées nouvelles par rapport à cette pensée. Ça va fonctionner, pour prendre une métaphore que les gens comprennent, c'est comme dans le rêve. Une idée va commencer à fonctionner vraiment en arborescence. Alors il y a des gens qui ont déjà un esprit en arborescence, mais l'hypnose a tendance vraiment à l'amplifier. Et là, on va partir dans des chemins qu'on n'aurait jamais imaginés mentalement. Donc si on se laisse ces espaces de créativité, on va accéder à plein d'idées. Puis après, il y a la question comment je ramène ça vers ma vie habituelle, vers mon état actuel. Donc là, en général, il faut trouver son média pour ça. L'écriture est souvent ce qui est à privilégier parce que c'est un bon pont entre les choses. Et tu vois, ce que je décris là, en fait, tu as plein d'artistes, plein de compositeurs, dans plein de domaines qui racontent ce genre de choses et qui l'ont trouvé intuitivement.
Euh, la plupart des musiciens vont dire je ne compose pas dans un état normal de conscience au fond. Et ils vont même chercher des états non ordinaires de conscience pour plonger dans des créativités plus fortes. Ce que les sportifs appellent le flow aussi, c'est ça? Exactement, oui. Oui. C'est un très bon exemple d'état où on accepte le non-contrôle pour être encore meilleur. Euh, mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup travaillé qu'on peut atteindre un état de flow. On n'atteindra pas un état de flow, je ne sais pas moi, en judo si on ne sait pas faire de judo. Mais si on est très très bon à ce niveau-là, il y a un moment où on s'est basculé sur le fait de partir dans un état où la créativité va prendre le dessus et on va faire exactement ce qu'il y a à faire. Et avec le recul, si on regarde, c'est parfait. Parce que cet état de flow, il nous connecte à cette sensation d'évidence, en fait. Mais on a presque l'impression parfois quand on est dans ce type d'état qu'on est un peu sur un pas de côté, justement, Oui, qu'on oui. n'est pas nous-mêmes à faire ce qu'on fait, mais que bah, ça se fait automatiquement, naturellement. Mais tu sais, je pense pas qu'on soit nous-mêmes à faire ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Parce qu'on est dans un schéma d'automatisme permanent. Exactement, c'est simplement qu'on se raconte cette histoire-là. Il y a ce qu'on appelle l'agentivité. Je me sens agent, tu vois, si je prends ce verre, je me sens agent de prendre ce verre. Et en hypnose, on vit ce qu'on appelle une perte d'agentivité. Ma main, elle bouge toute seule et j'ai l'impression que c'est pas moi. Et souvent, ça marque les gens. C'est un des premiers effets qu'on fait vivre en hypnose pour que les gens se disent oh, c'est étrange, le mouvement se fait, mais c'est pas moi. Puis en fait, on leur dit si, c'est vous. C'est juste que vous accédez à un autre fonctionnement de vous-même. Mais ce mouvement est très juste et très intéressant. Les acteurs travaillent aussi sur cette frontière souvent, pour comment je trouve de l'authenticité dans quelque chose qui n'est pas moi. Je joue un rôle et il faut que je sois naturel. C'est un grand paradoxe. Et d'ailleurs, on dit souvent que les meilleurs acteurs sont des gens qui prennent possession du rôle et qui sont le personnage qu'ils jouent. Oui, il y a un moment où ça bascule. Il y a un moment où ils arrivent en fait à laisser une part inconsciente d'eux-mêmes habiter le personnage et à se l'approprier, à redevenir agent de quelque chose qui n'est pas eux. En fait, tout ce processus-là, quand on le vit, il nous rappelle qu'après, quand on revient, ben, en fait, non, je fais pas ça. En fait, je suis pas si agent que ça. J'ai soif. Il y a un réflexe, il y a une envie. Et j'ai l'impression que c'est moi qui le fais, mais c'est quand même mon inconscient qui me donne soif. C'est quand même mon inconscient qui me dit quand je dois avoir mangé ou aller aux toilettes, etc. En fait, on suit notre cerveau et on arrive à se réapproprier un peu les choses, mais c'est qu'une histoire qu'on se raconte. T'en parlais au tout début, l'hypnose de spectacle à la Mesmer et Oui, l'hypnose thérapeutique. Est-ce qu'il y a une différence? Les gens, et c'est marrant parce que quand on discute d'hypnose avec des gens qui ont vu des spectacles à la télévision, souvent ils ont déjà très peur de ça, ils n'ont pas du tout envie qu'on leur fasse marcher comme des poulets dans la rue. c'est le Euh, problème, oui. Oui. et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette... Enfin voilà, qu'est-ce qu'il en est? Ben, déjà, il faut se rappeler que le spectacle, c'est du spectacle. Et que du coup, tout ça est mis en scène. Et que la mise en scène est peut-être plus importante que le reste. Dans l'hypnose de spectacle, il y a le mot hypnose, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Parfois, il y a de la magie, parfois, il y a beaucoup de mise en scène. Et même si on regarde les états que les gens vivent en hypnose de spectacle, ne sont pas vraiment des états d'hypnose tels qu'on va les mesurer dans la recherche ou dans la clinique. En gros, dans un spectacle, il y a quelque chose d'extrêmement démonstratif. C'est un état qui est social. Là où l'hypnose est normalement un état justement où le social baisse. Alors, je vais prendre un exemple pour que ça soit concret. Si là, on fait une séance d'hypnose, il y a un moment dans cette séance où tu vas te dire bah, en fait, je m'en fiche un peu du monde, je me connecte à moi. Ce qui fait que tu vas pouvoir te décensurer quelque part, tu vas pouvoir accéder à des pensées qui d'habitude sont assez lointaines. Tu auras moins besoin de plaire, tu auras moins besoin de faire plaisir, tu auras moins besoin de répondre aux exigences du monde. Et en fait, c'est ça qui fait que l'hypnose est notamment thérapeutique, c'est que les gens se reconnectent à eux-mêmes avec beaucoup plus d'authenticité en hypnose. Tu mets ça à côté d'un spectacle où C'est les gens... presque l'inverse, là. Mais oui, c'est ça. Dans un spectacle, tu as l'impression que les gens surjouent comme des très très mauvais comédiens. On voit que c'est hyper démonstratif, presque hystérique. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ils font parce que c'est sur scène. Et puis évidemment, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a des artifices. Euh, mais le problème, c'est que l'hypnose, et je pense aussi au mentalisme, par exemple, qui sont deux disciplines de scène qui jouent sur cette ambiguïté, on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui est naturel et on oublie que ce sont des magiciens, d'abord. C'est-à-dire que les gens qui font de l'hypnose de spectacle aujourd'hui sont d'abord des magiciens, puis ensuite ils ont fait de l'hypnose. Donc ils pensent comme des magiciens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il va y avoir un effet étonnant, mais une fois sur deux, c'est pas de l'hypnose au sens où on pourrait l'imaginer. C'est aussi d'autres choses qui viennent se mélanger un peu à ça. Donc ça donne une image qui est très biaisée et très faussée. Et justement, ce qui m'amuse toujours, c'est qu'au début de spectacle, on a l'impression qu'ils vont chercher des gens qui sont très réceptifs à ça. Est-ce que tout le monde, du coup, est réceptif, je vais le dire, à l'hypnose de spectacle? Oui. À l'hypnose, j'imagine que tu vas me dire que tout le monde peut être Alors, finalement à réceptif. l'hypnose, le débat est clair. Oui, tout le monde peut vivre un état d'hypnose. Ça, on le sait depuis assez longtemps. C'était un grand débat du siècle dernier, mais il a été tranché vraiment. Il a été mesuré, en fait, aujourd'hui. Après, on pourrait y revenir. L'état d'hypnose n'est pas une sorte de chose stable. C'est une chose qui recouvre plusieurs réalités. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en spectacle, il y a une contrainte. Déjà, c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'un hypnotiseur de spectacle, sur scène, il faut que ça soit en un claquement de doigts. Et ça, ce niveau de rapidité-là, il y a peu de gens qui sont assez à l'aise pour le vivre, sans entraînement, en tout cas. Puis la deuxième chose, c'est que l'hypnotiseur de spectacle, en effet, imaginons qu'il ait 1000 personnes dans la salle, il a juste besoin d'en faire monter 10.
Et en fait, on confond quelque chose. Les hypnotiseurs disent qu'ils vont faire un test de réceptivité. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Ils vont faire un test. Imaginons, ils vont proposer aux gens d'avoir les mains qui se collent et de ne plus pouvoir les décoller. On a tous vu ça, je pense. Et ils vont prendre ceux qui n'arrivent pas à décoller les mains. Mais en fait, ce qu'ils font pour coller les mains n'est pas censé fonctionner. Si ça fonctionne quand même, c'est vraiment que on tombe sur des personnes qui, c'est même plus de l'hypnose en fait, c'est des C'est de personnes qui, l'hypersuggestion et en fait, c'est ça, c'est des personnes qui pour une raison ou pour une autre vont faire tout ce qui va leur être demandé, hypnose ou pas. En gros, s'il faisait un bon exercice d'hypnose à ce moment-là, il aurait beaucoup trop de monde. Donc il va vraiment faire le truc le plus mauvais possible en hypnose pour que ça sélectionne des personnes qui correspondent vraiment à un type de personnalité bien bien particulier. ouais, ils sélectionnent presque par le bas en disant bah, je peux pas accueillir trop de monde sur la Et en scène. même temps, c'est leur vraie contrainte, c'est que comme ils ont besoin que de quelques personnes sur scène, ils peuvent vraiment se permettre d'écrémer, 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 d'écrémer. Et du coup, les gens qui vont monter sur scène, ça devient très surprenant parce qu'ils sont vraiment prêts à tout. Une autre crainte des gens qui font de l'hypnose, alors la plus dans l'hypnose de spectacle, c'est finalement de perdre le contrôle et dévoiler Ouais. des choses sur eux-mêmes qu'ils n'auraient pas forcément envie de dévoiler. Alors c'est un mythe. On a une actualité récente là, avec beaucoup de presse qui a été faite sur quelqu'un qui pouvait dépasser le consentement avec l'hypnose. Et régulièrement, c'est des questions que les gens se posent. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose? Alors la réponse est non. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Donc c'est une réponse qui a là aussi été vraiment tranchée. Il semblerait même qu'en hypnose, les gens aient plus de facultés à poser leurs limites. Pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en hypnose, tu as moins envie de faire plaisir, tu vas moins te soumettre à l'autorité. Et on sait qu'une des choses qui font que les gens parfois acceptent des choses qui ne sont pas acceptables, c'est la soumission à l'autorité. Mm. Typiquement, dans ce qui a défrayé l'actualité récemment, on a une personne qui a une notoriété, qui a donc une position d'autorité, et qui va sans doute plus jouer là-dessus que sur l'hypnose pour abuser de certaines personnes. En fait, il y a des tests qui ont été faits. Par exemple, on prend 2 groupes, hein, vraiment des recherches standardisées, publiées, tout ça. On va demander à un groupe sans hypnose de faire quelque chose qu'il n'aimerait pas faire. Alors, une des recherches, pour prendre un exemple, ça a été fait aux États-Unis. On donnait aux gens un drapeau américain, on leur demandait de le brûler. Bon, les Américains aiment bien leur drapeau, donc en général, il y en a très peu qui le font quand même sur 100 personnes prises au hasard. Deuxième groupe, on les met en hypnose, on leur demande de le faire. Bon, on a les mêmes stats. Sur une autre demande qui était quelque chose qui était un petit peu plus lié à des valeurs personnelles, on demandait aux gens, je crois, de renier quelque chose en lequel ils croyaient. Et ben, sans hypnose, il y a très peu de gens qui le font. Et avec hypnose, il y a encore moins de gens qui le font. Ce serait C'est-à-dire presque que, une supraconscience en fait. oui, je pense qu'en fait, on est plus spontané en fait sous hypnose. Si tu me dis un truc qui me plaît pas dans mon état normal, je vais dire bon, je vais pas le froisser, etc. Mais en hypnose, peut-être que je vais te répondre de manière beaucoup plus spontanée. Moi, je le vois au quotidien quand j'accompagne des gens en hypnose. Ils ont parfois un discours assez policé, donc on discute comme ça. Puis en hypnose, parfois, ils ont un vocabulaire plus direct. On sent que c'est vraiment ce qu'ils pensent quoi. C'est vraiment ce qu'ils pensent, c'est vraiment eux. Et parfois, même en revenant, ils font ça fait du bien quand même, hein. J'ai vraiment pu vous dire des trucs, j'espère que vous n'êtes pas choqué, mais ça faisait vraiment du bien de le dire. Et en fait, tu vois, il y a vraiment ce côté, je le fais pour moi, sous hypnose. Comme s'ils enlevaient un filtre quelque part. Ouais, et puis un fil qui est encombrant dans la vie, parce que c'est vrai que évidemment qu'on a aussi une persona sociale et qu'on On a doit tous faire des attention. masques, etc. Mais il y a un moment aussi où on a besoin d'un espace où on peut être nous-mêmes. Donc l'hypnose offre ça, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un objet thérapeutique enfin depuis longtemps, on sait intuitivement que c'est un objet thérapeutique intéressant. Est-ce que l'hypnose de spectacle, et a fortiori l'image des psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, n'ont pas péjoré un peu ce terme d'hypnose qui fait parfois peur aux gens? Ah si, je pense, mais c'est compliqué. Alors ça va mieux, hein. Moi, quand j'ai commencé l'hypnose, les gens n'osaient même pas me regarder dans les yeux, tu vois. Ah oui, en ayant peur avec un pendule ou, Ouais, enfin, il y avait vraiment des mythes encore plus forts, je pense. Ce qui a fait beaucoup de bien, c'est les anesthésies par hypnose à l'hôpital. Là, les gens commençaient à se dire, bon, bah, déjà, ça peut pas être des complices. Quand tu te fais opérer, un hôpital, c'est un minimum sérieux. On va pas faire de la l'esbrouf autour de ça. Et puis, ça a l'air de marcher quand même. Puis, on va pas faire ça si on a un doute dessus. Et c'est vrai qu'il y a des hôpitaux, là, ces derniers temps, qui ont publié sur le fait qu'il y a des milliers d'opérations sous hypnose qui se font, des accouchements sous hypnose. Ça évite l'anesthésie générale dans certains cas. Enfin, c'est assez fabuleux, ce travail-là. Justement, peut-être, est-ce que tu peux préciser le process qui se fait à ce moment-là? Et ce qui est évité, c'est quoi? C'est la douleur? C'est C'est la douleur, oui. On sait depuis très longtemps que l'hypnose permet l'anesthésie. Il y a un papyrus d'Égypte antique sur la médecine qui montre que c'était Incroyable. déjà a priori utilisé à l'époque. Il y a 200, 250 ans, il y a plein de dentistes en France qui utilisaient l'hypnose pour l'anesthésie. Donc c'est pas récent, hein. Mais on comprenait pas comment ça fonctionnait. Et ça fonctionnait pas forcément à tous les coups à l'époque parce que l'hypnose était rudimentaire et que c'était comme un outil qu'on n'utilisait pas très bien, donc ça marchait pas à tous les coups. Mais c'était déjà utilisé. Et en fait, ça jouait sur un effet psychologique aussi. Quand un dentiste te disait je vais t'arracher une dent, écoute-moi bien, je pense qu'on l'écoutait avec voilà, beaucoup de concentration. Depuis, on a compris comment ça fonctionnait à peu près. Et là, c'est génial. Alors, si je rentre un peu dans la technique,
Il faut imaginer que dans notre vie, il y a deux choses qui corrèlent la plupart du temps. C'est notre corps physique, ça on voit bien ce que c'est, et notre corps imaginaire. Le corps imaginaire, c'est la représentation de nous-mêmes. Ça corrèle on va dire, à 95%. Parce que si je te prends en photo, je te montre la photo, tu vas peut-être me dire, c'était pas exactement moi. En fait, souvent quand on se voit ou quand on s'entend, on voit qu'il y a des petites distorsions quand même. La distorsion, pour prendre un exemple où elle est plus forte, c'est chez les anorexiques. Une personne anorexique, elle se voit dans le miroir, elle voit pas sa maigreur. Elle voit peut-être même qu'elle a encore du poids à perdre. Et là, on voit qu'il y a des corrélations entre corps physique et corps imaginaire. Ça serait la même différence que la perspective et la perception? Oui, ça ressemble un peu à ça. C'est une bonne métaphore en tout cas pour comprendre ça. En fait, notre cerveau, il nous fait voir notre corps imaginaire plus que notre corps physique. Les autres voient notre corps physique, mais nous, on est trop influencés par nos attentes, par nos peurs, par nos désirs, par nos hontes et tout ça. Et en fait, on a remarqué une chose, c'est qu'en hypnose, on pouvait complètement couper corps physique et corps imaginaire. En gros, en hypnose, je peux te dire, tiens, on va dans un autre pays, on est au bord d'une plage, et tu as vraiment l'impression d'y être. Si pendant que tu es sur la plage, il y a un chirurgien qui t'ouvre pour une opération, eh ben, ton cerveau va pas te transmettre les informations parce qu'il se lie au corps imaginaire, et donc ce qui se passe dans le corps physique, il va le découpler. Et donc, une fois qu'on avait compris ce mécanisme-là, on a pu amener les gens ailleurs pendant une opération, les ramener dans leur corps à la fin, et ils ont vraiment l'impression qu'il ne s'est rien passé. Ça paraît magique comme ça, mais ça fonctionne sur un mécanisme un peu inconnu de notre cerveau. Mais on a presque l'impression d'être dans Matrix, en fait. On a l'impression que quand tu parles de corps imaginaire, que cette réalité-là prévaut sur la réalité. C'est ça qui est étrange, hein. C'est pas intuitif du tout. C'est que notre corps, quand on découple les deux, nous fait sentir les sensations de notre corps imaginaire et pas de notre corps physique. Mais là aussi, on comprend mieux ce qu'est la douleur. La douleur fonctionne plus comme une émotion qu'autre chose, en fait. C'est pas intuitif, encore une fois. Mais c'est là que les neurosciences, mais comme beaucoup de choses dans les sciences modernes, hein, c'est pas très intuitif. Mais une fois qu'on comprend ça, ça explique plein de choses chez l'être humain. Alors bien sûr, il y a 2 siècles, on ne pouvait pas imaginer ça, donc les gens disaient qu'ils sortaient de leur corps. Peut-être que c'est possible, j'en sais rien, moi j'ai pas cette croyance-là. Mais par contre, le fait que notre cerveau peut découpler 2 choses comme ça, c'est un mécanisme finalement assez facile à utiliser une fois qu'on l'a compris. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que ça fonctionne. C'est un peu comme l'effet placebo. Oui, On sait qu'il y a plein de stats, c'est des dizaines de milliers d'études là-dessus. Justement, ça, je suis curieux que tu nous en dises un mot. L'effet placebo, l'effet nocebo, à l'inverse. oui. Comment ça fonctionne? Eh bien écoute, alors déjà ça fonctionne très bien. Mais c'est ça le plus important, parce que Mais on qu'on a y beaucoup croit de... ou pas, on sait que ça fonctionne. Voilà, et en fait, même quand on nous dit ça fonctionne, ça c'est un truc que les gens ne savent pas. C'est pas parce qu'on nous dit qu'un placebo est un placebo. En fait, on le connaît avec l'homéopathie, hein. Y a plein de gens qui disent je prends de l'homéopathie, je sais que c'est du placebo et ça marche quand même, en fait. Parce que ce qu'on sous-estime, c'est la fonction rituelle de notre cerveau. Alors je vais citer une étude qui est assez chouette. En gros, on va prendre des gens qui ont des douleurs assez intenses, tous évidemment la même douleur pour faire une étude, même type de douleur. Et on va leur donner le premier jour de la morphine, par exemple. Une fois qu'on leur donne de la morphine, on va mesurer la diminution de la douleur. Résultat classique, quasiment tout le monde avec la morphine, je crois que c'est presque plus de 90% des gens, va avoir une très nette diminution de la douleur. Ça marche très très bien. Deuxième jour, même groupe, on leur redonne de la morphine, même diminution de la douleur, parfois même un peu mieux, parce que là, on commence à voir que les attentes viennent se greffer au produit. En gros, je prends le médicament, je m'attends à ce qu'il agisse, donc ça va plus vite et ça fonctionne mieux. Et c'est là qu'on voit qu'il y a déjà un effet placebo dans la deuxième prise. Alors, je ne sais plus si au bout de 3 ou 4 prises dans l'étude, mais ils vont donner un placebo. Alors, les gens ne le savent pas, là, pour le coup. Ils prennent la même gélule en apparence. Ils vont le prendre de la même façon. Et là, on a quasiment le même résultat. On a entraîné les gens à avoir une diminution de la douleur avec la morphine. On passe au placebo et on a un résultat quasiment similaire. Quasiment tout le monde a une même diminution de la douleur. C'est là que c'est génial parce qu'on voit que c'est un mécanisme d'apprentissage du cerveau. C'est un rituel. Alors, on pourrait se dire, si on dit aux gens que c'était un placebo, ça va moins bien marcher. Eh bien, pour une petite partie de la population, oui, mais pour une grande partie, c'est la même chose. Il y a même une petite partie pour laquelle ça marche encore mieux, parce que ces gens, en fait, ils commencent à prendre leur propre cours de cerveau. Ils se disent, vu que ça a marché, ça veut dire que je peux le faire. Ça ne dépend pas d'un produit, ça dépend de moi. Et moi, mon Graal, quelque part, c'est d'apprendre aux gens comment ça fonctionne, ça. D'apprendre aux gens qu'une fois qu'ils ont vécu quelque chose comme ça, ils ont la capacité interne de le reproduire. T'en parles un peu dans ton livre, on y reviendra tout à l'heure, mais tu parles des rêves, la capacité à pouvoir parfois même donner une intention pour vivre des rêves, peut-être même des rêves lucides. Ça, je suis curieux que tu nous en dises un petit mot. Alors ça, c'est un truc moi qui m'a passionné quand j'étais ado. C'est marrant parce que c'est revenu à la mode, on appelle ça le shifting aujourd'hui. C'était vraiment l'idée déjà je me disais, les rêves, c'est un domaine d'exploration génial, vaste, et j'aimerais bien rêver de ce que je désire, en fait. Et quand j'avais découvert l'auto-hypnose, donc j'étais vraiment ado, j'avais lu, je ne sais plus dans quel bouquin, qu'on pouvait programmer ses rêves. Alors c'était écrit d'une façon, en gros, c'était l'idée de se poser une question et de se programmer un rêve qui devenait la réponse à cette question.
Donc j'ai essayé un peu tout bêtement comme ça, et ça a commencé à fonctionner. Je connaissais encore pas très très bien l'auto-hypnose, c'était un peu le début pour moi, mais je trouvais ça génial. Du coup, je me programmais des rêves où je m'envolais, des rêves où j'allais dans des endroits géniaux, des rêves où je rencontrais des personnes, Qui étaient etc. des rêves lucides ou simplement des rêves programmés? Alors ça, c'était déjà des rêves programmés. OK. Mais il se passe un truc quand on fait ça, c'est qu'il y a un moment où il y a quand même une sorte de connexion, puisqu'on s'est programmé quelque chose. Et je me rappelle d'un rêve où je me suis dit, ah mais je suis en train de rêver de ce que j'ai programmé. Du coup, ça devenait lucide. La première fois que j'ai vécu ça, ça m'a éjecté du rêve. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Quand on prend conscience du rêve, parfois ça nous sort. Je m'intéresse à ça, je tombe sur notamment des récits de chamans qui travaillent sur le rêve et qui racontent qu'ils prennent possession du rêve, qui se réveillent dans le rêve. Et du coup, je me suis beaucoup entraîné à ça, jusqu'à ce que ça marche. Ça a été assez compliqué. Je fractionnais mes nuits pour arriver à ça. Donc, je mettais un réveil toutes les quelques minutes, en snooze, tu sais, en permanence, jusqu'au moment où j'arrivais à ce demi-état, souvent vers les fins de nuit, où je rêvais, je savais que je rêvais, j'arrivais à me maintenir dans le rêve. Et c'est une pratique qui est assez fantastique, donc elle a commencé à se diffuser un peu plus. Il y a des gens qui sont intéressés à la question du rêve lucide, des gens qui s'entraînent aujourd'hui à ça. Et en fait, c'est un super terrain d'expérience. Tu parlais de Matrix tout à l'heure, mais là, pour le coup, pour moi, c'est Matrix parce que tu es dans le rêve, et tout d'un coup, tu dis, bon, maintenant que je sais que je rêve et que j'arrive à m'y maintenir, je peux rêver de ce que je désire, en fait. Donc je peux, par exemple, simuler quelque chose, je peux tester, je peux apprendre, je peux jouer. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Ce qui est fascinant, c'est que moi, j'y croyais pas du tout, jusqu'à ce Ouais. que j'achète un bouquin et que je fasse ma propre expérience, et c'était pendant le Covid, et j'ai réussi à faire des rêves lucides. Donc, au début, je faisais des rêves, on va dire, semi-lucides, ou un peu comme toi, au début, je prends conscience que je suis en train de rêver, je reviens assez vite, je me réveille un peu presque dans un état de panique, jusqu'au moment où vraiment, tu contrôles ton rêve, tu es un peu l'architecte de ce qui s'y passe. Et c'est assez grisant parce qu'en effet, tu peux faire plein de choses. Je lisais même dans ce bouquin que tu pourrais potentiellement régler des traumas, parler à ton inconscient. Alors, j'en étais pas Faut forcément. être formé à ça, mais dans l'idée, en tout cas, ça semble tout à fait possible. Ouais. Ouais. Mais ce qui est complètement fou, c'est que je lisais aussi dans ce livre qu'il y a des études qui ont montré, je crois qu'ils avaient entraîné des athlètes, des biathlètes pour les Jeux Olympiques, Oui. que dans les entraînements lors de leurs rêves, ou des basketteurs, ils étaient plus performants à travers l'entraînement dans leurs rêves que dans la réalité. Bah oui, parce que les données du rêve, elles sont quand même traitées, en fait. Même si nous, on les oublie, même si on a une amnésie sur une grande partie de nos rêves, ça fait partie de notre vie. Et notre inconscient, il gère en fait ça, il en fait quelque chose. Et ça devient plus commun aujourd'hui, quand on travaille des sportifs de haut niveau. Bah, tu sais, il y a une donnée qui est importante avec les sportifs, c'est que bien sûr, il faut qu'ils s'entraînent le plus possible, mais il y a un moment, si tu rajoutes de l'entraînement physique, tu tends vers la blessure. Et terminer des saisons en bonne forme, arriver prêt à la compétition avec un corps qui n'est pas trop fatigué, c'est des enjeux qui sont hyper importants. Donc si tu arrives à diminuer un peu la phase d'entraînement sans perdre en efficacité, juste à la compenser par du travail d'imagination ou du travail dans le rêve, bah là, tu arrives à un équilibre qui est assez génial. Donc il y a moins le côté physique, même si on a un peu, hein, parfois, quelqu'un qui a rêvé de son sport toute la nuit, il peut se réveiller, on a l'impression que le corps a quand même un peu travaillé, mais beaucoup moins de charge, en tout cas physique. Ça remplace un peu. Et surtout, ça peut permettre de travailler des situations qui sont en dehors de notre champ de pensée habituel. En fait, notre cerveau, il peut tout faire si on lui demande. Donc si on lui dit, mets-moi dans telle difficulté, mets-moi dans j'ai telle chose à travailler, fais-moi travailler ça, et qu'on a un peu guidé le truc et qu'on s'est un peu entraîné, ça devient des situations qui sont vraiment hyper ciblées. Mais ce qui est fou de se dire que là, tu avais des joueurs de basket qui s'entraînaient physiquement, je crois, 4 jours dans la semaine, Ouais. d'autres qui ne se sont pas entraînés du tout, mais Mhm. qui s'entraînaient dans leur rêve lucide et qui étaient, je crois que c'était sur du tir au panier, 40% plus Ouais, efficaces. j'avais lu ça, oui. Oui, oui. Et c'est dingue, c'est de se dire que leur réalité ou la perception qu'ils avaient dans leur rêve prenait le pas sur la réalité, on va dire, matérielle. Bah oui, il y a plein de. Tu vois, un rêve, tu as l'impression qu'il a duré quelques instants, alors qu'il a pu durer très longtemps. Donc tu peux t'entraîner très longtemps dans le rêve, en fait. Ça va beaucoup plus vite. Ça, on sait l'expliquer, cette différence entre l'impact d'un rêve, ou en tout cas de ce qu'on va rêver de manière consciente, lucide, et ce qu'on vit dans la réalité. Alors, je crois pas qu'on sache l'expliquer. Ce qui se passe, enfin, il y a une partie, en tout cas, oui, qu'on peut expliquer, c'est qu'en fait, au niveau moteur, notre corps, il réagit très très bien à l'imaginaire. Si je me suis imaginé vivre quelque chose, mon corps fait comme si j'avais vraiment vécu. Ça a été vu notamment dans la rééducation, pas mal de fois. Des gens qui, pour se rééduquer, peuvent se rééduquer en imagination, quelquefois. Là aussi, pour, par exemple, se rééduquer avec une anesthésie hypnotique pour pas aller trop dans la douleur. Mais on s'aperçoit qu'on diminue le temps de rééducation quand on ajoute de la visualisation, de l'hypnose ou des outils comme cela. Donc ça a été pas mal étudié. Et c'est vrai que les gains sont assez importants. En gros, c'est comme si on focalisait aussi notre cerveau sur quelque chose. Par exemple, dans l'idée de la rééducation, si je dois rééduquer ma cheville, par exemple, après un accident, ça va prendre du temps. Mais si je m'imagine marcher, si je m'imagine en plus marcher de la bonne façon, réaliser les exercices que le kiné, par exemple, m'a donné en marchant, mon corps va prendre de l'expérience et étrangement, il va aussi produire des réactions. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la production musculaire avec la visualisation, ce qui est assez fou. Parce qu'on pourrait penser qu'il faut faire le geste pour que ça marche. Mais en fait, si on l'imagine, le corps considère qu'on a besoin de le faire.
et donc il va provoquer la même chose que si on l'avait réalisé. Et ça, c'est très connu aujourd'hui dans le domaine notamment sportif, parce qu'il y a Oui. plein de préparateurs mentaux qui font énormément de travaux de visualisation. Donc c'est aujourd'hui intégré. Est-ce que l'hypnose en outil supplémentaire est aussi intégrée chez les sportifs de haut niveau? Alors complètement, oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypnos qui travaillent avec les sportifs. Il y a une branche de mon institut qui s'appelle IPM, Institut de préparation mentale, qui travaille vraiment sur la question des sportifs de haut niveau. Et là, au moment où on parle, c'est bientôt les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de personnes qui sont préparées par des personnes qui sont passées par l'institut et qui font de l'hypnose. En France, on avait un petit retard par rapport à ça il y a encore quelques années. En fait, on a encore un retard en France sur la question de la préparation mentale. Beaucoup de gens, mais il y a eu aussi des problèmes autour de ça, des gens qui étaient un peu gourous, qui n'étaient même pas forcément des vrais préparateurs mentaux. Ça va mieux aujourd'hui, il y a des formations sérieuses, il y a des gens qui font vraiment bien ce job, donc ça commence à venir. Et en fait, je pense aussi qu'en France, on avait un peu d'orgueil avec ça. Un sportif de haut niveau, il y avait ce côté, il faut que j'y arrive par moi-même. Hmm. Bon, que j'ai un kiné, à la limite, c'est le corps, ça va, mais le mental, il faut que je sois fort, il faut que j'ai de la confiance, il faut que... Et on a sous-estimé le fait que ça se travaille et qu'en fait, de la même façon que après, je sais pas moi, un match de tennis, il y a besoin d'un kiné pour que le corps il soit bien et rejouer le lendemain dans des conditions difficiles, et il y a aussi besoin peut-être d'aller travailler sur le cerveau, sur je digère ce qui s'est passé, je me prépare à la suite. Il y a des peurs, il y a des contraintes personnelles qui viennent agir aussi sur le professionnel. Et pour un sportif, c'est une machine de précision. Donc, le moindre petit truc personnel qui vient agir, les 5% de moins de performance, ça va se sentir. Donc, aujourd'hui, oui, on prend conscience que c'est hyper important. Mais c'est même peut-être le plus important pour un sportif de haut niveau, j'allais dire, son entraînement physique, technique, même tactique. Bon, c'est quelque chose de relativement classique quand on est préparé, qu'on fait 10, 15, 20 ans d'un sport. Oui, La préparation mentale, c'est souvent ce qui fait qu'au très haut niveau, on va raccrocher un point au tennis, faire le exactement. panier Ouais. en plus au basket, revenir comme hier, le quart de finale de Ligue des Champions alors qu'on perd 1-0. Et du coup, qu'est-ce qu'on vient préparer en tant que sportif? Il va y avoir quoi? La concentration, qu'est-ce qu'on vient travailler Alors, il va y avoir des choses basiques, concentration, pouvoir vraiment la récupération, par exemple, tout le travail sur le sommeil aussi qui est super important pour eux. Tu parlais du tennis, c'est quand même des gens qui voyagent tout le temps, donc récupération, jet lag, tout ça. Quand tu arrives en Australie, qu'une semaine après tu dois jouer et qu'il fait 45 degrés, que tu étais en hiver en France, il y a un moment où le corps doit s'adapter aussi, donc ça peut être une question. Il y a après des choses qui sont contextuelles. C'est par exemple cet adversaire qui me met mal à l'aise. C'est cette pression psychologique parce qu'il y a quelque chose qui dans le staff se passe pas bien. Donc c'est aussi gérer les éléments émotionnels de la vie quotidienne en fait. C'est un sportif, il a aussi ses difficultés. Il peut vivre une séparation, il peut avoir un conflit avec quelqu'un, il y a tout ça. Il y a évidemment la question de se remettre en selle assez souvent. Parce que la vie d'un sportif, on n'y pense pas toujours, mais c'est que des échecs, quasiment. Alors on entend parler des quelques-uns, les ovnis qui réussissent tout le temps. Mais en fait, 99% des sportifs, c'est un échec, tout le temps. On n'est jamais premier, quasiment. Il n'y en a qu'un de Puis premier. même en étant le premier, on va rater le panier, on va rater le tir qu'on voulait. Donc Tout à fait. dans le succès, il y a plein d'échecs. Sans compter les sports qui se terminent forcément par un échec, comme soit en Ouais. hauteur, soit à la perche, tout ça, ça se termine par un échec personnel. Quelque part, j'aurais pu, etc. Donc le mental est soumis à des épreuves importantes. Donc il faut savoir évacuer, retrouver de la motivation quand il y a une période un peu difficile, parce qu'il y en a, récupérer d'une blessure, revenir, gérer maintenant la pression sociale, ça devient un élément important, parce qu'il faut répondre à une interview. Aujourd'hui, on veut qu'un sportif, ça soit un super communicant. Sinon, de toute façon, il sait qu'il va se prendre une pression monumentale parce qu'il ne va pas être aimé, donc il y a aussi tout ça. Et puis il y a le travail de fond. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est pas mon métier principal de travailler avec des sportifs, mais j'en accompagne régulièrement, c'est que souvent les sportifs qui s'intéressent à la préparation mentale, c'est plutôt autour des 30 ans. Parce qu'il faut avoir une maturité suffisante de leur côté pour se dire, OK, là j'ai atteint un niveau, C'est on ça. va dire technique suffisant et j'ai envie d'optimiser d'autres choses. Voilà, sauf que c'est un âge déjà avancé pour beaucoup de sports. À 30 ans, en fait, si tu n'as pas décollé à ce moment-là, si tu n'es pas déjà bien placé, tu es presque déjà sur la pente descendante. Pas encore tout à fait, ça dépend des sports. Mais le problème, c'est que beaucoup de choses se jouent à 15 ans, voire moins, hein. C'est que c'est là que se construit l'hygiène de vie, c'est là que se construisent les choix importants. Et en fait, si les bonnes bases sont créées là, ça va être solide pour la suite. Et on voit les sportifs qui durent et qui arrivent à avoir une bonne stabilité, ce qui est hyper important. C'est souvent des personnes qui ont commencé tôt ce travail-là. Et d'ailleurs, ce qui est fou, moi qui suis assez passionné de football, mais je le vois, il y a des gens qui sont hyper talentueux à leurs 15 ans, mais très irréguliers, Oui, qui oui. finissent dans des divisions bien inférieures, et d'autres qui sont hyper constants, qui sont un peu plus laborieux dans le travail, qui ont un très très bon mental, Mhm. et petit à petit qui vont cranter en fait au fur et à mesure.
Ouais, je pense que le talent, quelquefois, rajoute aussi un problème. Parce que la personne qui arrive à avoir une tête au-dessus des autres à un certain âge, et en étant ado, ça peut vite monter à la tête, en fait. Donc, un peu moins de travail, un peu moins de constance, un peu plus de liberté, Et un peu plus de pression aussi probablement, d'attente. de pression, et puis quelquefois aussi vu que cette personne est bien, on lui laisse un peu plus de liberté, un statut à part aussi, quelquefois. Tout ça n'aide pas, en fait, à se forger le mental dont on a besoin. Et on voit qu'il y a des pays et des fédérations qui gèrent très différemment ces choses-là. Mais en France, il y a un côté ouais, encore un peu artisanal, je pense, par rapport à ça. Donc c'est Là un où les point. Américains sont très, très avancés là-dessus depuis pas mal d'années. Oui, bah, ils sont plus pragmatiques, je pense, que nous. Ils regardent ce qui fonctionne en fait. Voilà, ils regardent ce qui fonctionne, ils le reproduisent. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas le même ego que nous. C'est pas le même. Ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont forts, en fait. Ils acceptent peut-être aussi plus, quelquefois, les moments de vulnérabilité et donc de travailler dessus. Il y a moins l'image de je suis parfait, quoi, grosso Ouais. modo. T'en parlais au début sur les croyances notamment. Mhm. Tu reviens un peu dessus dans ton bouquin. L'optimisme, la pensée positive, ça c'est peut-être parfois même un terme péjoré, mais la gratitude. Ouais. Quel est le rôle de tout ça? Tu parles même d'un journal de gratitude, de cultiver finalement cette qualité. Bah, en fait, la question, c'est qu'est-ce que je mets dans mon cerveau. Si je l'alimente de certaines choses, il va pousser d'autres choses, en fait. Il va pousser ce avec quoi j'alimente. Donc, si toute ma vie, je suis en train d'être dur avec moi-même, de me rabaisser, d'être pessimiste, de penser à ce qui ne va pas, en fait, mon cerveau, il va finir par faire grandir ces zones-là, va faire grandir cette importance-là, et je finis par biaiser ma vie. En fait, au fond, si on est objectif, être optimiste ou pessimiste, c'est juste un choix. Il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. Les deux peuvent se dire réalistes hein, à leur manière, mais c'est juste un choix, c'est juste une posture. C'est le fameux verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est ça, les deux ont raison, quelque part. Maintenant, ça dépend comment j'ai envie de vivre et qu'est-ce que je veux faire de ça. Si je vois les problèmes, je ne trouve pas les solutions, en tout cas, parce que mon esprit ne va pas être entraîné à trouver des solutions. Si j'imagine qu'il y a des solutions, je m'entraîne à les trouver. En fait, nos croyances, elles sont aidantes à la base. Elles nous aident à envisager le monde sans avoir besoin de l'expérimenter. Donc, heureusement qu'on n'est pas obligé de tout expérimenter pour le vivre. Je ne suis pas obligé de sauter par la fenêtre pour savoir que je vais me faire mal. Je peux juste l'imaginer, ça me crée la croyance que c'est dangereux et ça suffit. Le problème, c'est que certaines croyances sont enfermantes parce que on finit par les épouser et par se dire c'est comme ça et c'est immuable. Si on commence à jouer avec nos croyances, on les rend un peu plus flexibles. Et donc, on peut s'éduquer à regarder les choses d'une certaine façon. Par exemple, tu vois, s'éduquer à trouver des solutions, c'est quand même une super éducation. Mais par contre, pour ça, si on regarde que le problème, on ne trouve pas la solution. Si on envisage toutes les possibilités, donc on parlait de créativité, on parlait d'intuition, donc là, on va beaucoup plus vers ça. Et puis la gratitude, alors c'est vrai que c'est un terme qui peut être un peu galvaudé, quelquefois ça fait un peu naïf. Comme la bien-pensance pour certaines personnes. Ouais, Ouais. voilà. Et je pense que parfois ça a été mal caricaturé, mais simplement se dire en fait de quoi je suis heureux aujourd'hui. J'ai une amie qui avait donné une conférence il n'y a pas longtemps avec des adolescents où elle leur disait dans votre journée, est-ce que vous avez conscience de tout ce dont vous avez besoin que d'autres ont fait pour vous? Puis, évidemment, les gens disent bah non, on n'a rien fait pour moi aujourd'hui. Puis elle disait bah, cette table, quelqu'un l'a construite. L'eau qui est là, il y a bien quelqu'un qui l'a acheminée jusque-là. Elle prenait tous les exemples du fait qu'on est hyper interdépendants, mais qu'on est tellement dans un monde qui est coupé du réel, on oublie en fait de se dire ben oui, en fait, je suis là pour être là. Il a fallu que plein de gens s'occupent de moi aujourd'hui et j'en ai pas conscience. Mais si je me rappelle de ça, bah, je me rappelle que je suis dans cette société, j'apporte et on m'apporte. Et je trouve que ça nous remet aussi en phase avec le monde. D'avoir un toit potentiellement, juste avant de déjeuner, de se dire qu'on a de la chance d'avoir une nourriture, voilà, etc. Ouais, puis il a fallu Tout ce- plein d'étapes pour que ça vienne sur l'assiette, quoi. Exactement, C'est, c'est une perte de conscience du fait que ce soit un peu automatique dans nos vies et du bien-être et du confort qu'on a par rapport au siècle précédent où en fait il fallait batailler beaucoup plus que ça pour avoir tout ça. Ah bah c'est sûr, il y a 2 siècles, un roi n'avait pas notre niveau de vie basique. Je pense que le niveau de vie d'aujourd'hui à quelqu'un avec un salaire minimum est parfois plus enviable qu'un roi du XVIIe siècle, ouais, c'est évident. Il y a eu pas mal d'études sur la gratitude. Qu'est-ce qu'on constate en fait pour les gens qui essayent de cultiver cette qualité-là? Bah, ce qu'on va constater déjà, c'est que au niveau hormonal, ça va mieux. C'est tout bête, hein, mais notre cerveau, c'est une usine chimique. Et selon ce qu'on lui donne, je disais qu'il fait avec ce qu'on lui donne, et bah, si on commence à cultiver ce genre de choses, nos réactions hormonales vont être très différentes. Toutes les hormones qui vont plutôt créer du stress, de l'anxiété, tout ça, ça va diminuer. Tout ce qui, au contraire, va nous provoquer plutôt du bien-être, de l'empathie, de l'ouverture d'esprit, de la flexibilité, va fonctionner plutôt bien. En gros, dès qu'on fait quelque chose dans notre vie, notre cerveau nous donne un cocktail hormonal. C'est un vrai dealer, notre cerveau, en fait. Mais il nous donne un cocktail en fonction de ce qu'il croit qu'on veut. Donc, par exemple, je fais quelque chose, je sais pas, je mange quelque chose, mon cerveau me donne une récompense. Ce serait quoi, de la dopamine pour le coup? Ouais, par exemple, la sérotonine, la dopamine ou quelque chose comme ça.
Si je fais quelque chose qui est mauvais pour moi, il va me donner une autre récompense, entre guillemets, pour pas que je le refasse. Et par contre, si on commence à cultiver des émotions plutôt positives, bah, notre corps s'entraîne à beaucoup plus sécréter les hormones qui vont avec. Et du coup, quand il nous arrive un truc difficile, bah, on a les hormones pour le gérer. En fait, on reste des usines chimiques quand même, et on le sous-estime ça aussi. La pensée, c'est pas juste de la pensée, c'est quelque chose qui est complètement en lien avec le corps. Chaque pensée va créer une réaction physiologique, va créer une réaction chimique. D'ailleurs, tu en parlais au tout début, mais on peut avoir j'allais dire des addictions, notamment tu parlais de nos écrans. Oui, oui, Ça, c'est très dopaminergique. Si on scrolle toute la journée complètement. sur les réseaux sociaux, quel impact ça peut avoir? Ça fait baisser notre seuil homéostasique sur notre dopamine. Et derrière, c'est le circuit de la récompense qui est un peu entravé. Ouais, exactement. Je sais pas si tu veux qu'on décrive un peu ce Oui, circuit-là, parce absolument. que je le trouve assez passionnant. En fait, bah, par rapport à ce que je disais, notre cerveau essaye de nous diriger quelque part depuis le début de notre vie. Quand il a besoin de quelque chose et qu'on le fait, il nous donne une récompense. Cette récompense, donc, c'est une diffusion d'hormones dans le corps et ça fait du bien. Par exemple, j'ai soif, je bois. Mon corps fait OK, super, t'as bu, il y avait besoin d'hydratation, t'as fait le bon truc, je te donne une récompense. Ça crée donc du plaisir. On l'a incorporé, donc on n'y fait plus attention. Mais quand on était tout petit, ça nous a permis d'avoir plein de bonnes pratiques. Et ça a permis de réguler notre vie. Avant même qu'on ait dépensé, ça fonctionnait déjà très bien. Ça s'est installé, c'est passé sous le radar avec l'habitude. Mais parfois, il y a dans notre vie des choses qui vont stimuler des récompenses, et des récompenses parfois très fortes. En fait, tout ce qui génère de l'addiction, en général, fonctionne sur ce circuit-là. Donc, bah, une drogue, par exemple, en général, en tout cas certaines drogues, vont stimuler tellement la récompense que j'ai envie d'y retourner. L'alcool peut faire ça, le café, le tabac, donc même des choses autour de nous, le sucre rapide, c'est souvent le truc qu'on sous-estime, mais à Et je chaque crois fois que même qu'on... il y a des études là-dessus qui montrent que l'addiction au sucre est extrêmement forte. Ah oui, mais je pense que c'est la plus invisible dans notre société, parce C'est que présent partout dans c'est tous les produits c'est quasiment. tellement partout que la plupart des gens pensent ne pas être dépendants au sucre. Mais si tu leur demandes d'arrêter pendant 15 jours, ils vont voir qu'en fait, il y a un écroulement psychologique. Et que si on y va d'un coup, c'est fort en fait pour le corps. Sauf avoir une très bonne alimentation, mais quand même. Mais tu vois, typiquement, l'exemple du sucre, c'est que dans la nature, il n'y a pas cette énergie de sucre rapide. Il faut la chasser, sa nourriture dans la nature. Et notre cerveau, il est basé là-dessus. C'est quand même des millions d'années d'évolution où la nature nous donnait pas facilement ce dont on avait besoin pour survivre. Et là, je sors, je me prends une barre chocolatée et je mange un niveau d'énergie que mon corps se dit génial, refais-le. En fait, le corps est en mode survie tout le temps. Donc, il va me pousser à le refaire, il va me donner un tel plaisir que j'ai envie d'y retourner et l'addiction va commencer à se créer. Et les réseaux sociaux, ça fonctionne quasiment sur la même chose. C'est un autre besoin fondamental de l'être humain, c'est d'être en groupe, c'est le clan. C'est d'être reconnu, accepté, parce que dans la nature, seul, on meurt. Donc quand j'ai une marque d'approbation, ce que les réseaux sociaux ont bien compris avec les likes, les commentaires et tout ça, ton niveau d'engagement sur les réseaux sociaux, enfin tous les Le trucs... feed infini à scroller, etc. exactement. Et puis, bah, tu reçois des récompenses quand on like tes posts. Et puis quand tu as des choses qui te touchent, ça te plaît aussi. Donc ça choisit bien évidemment ce qui va te toucher. Et ça dirige ton circuit de la récompense, donc tu as envie d'y retourner. C'est insidieux. Tu te dis pas j'ai un manque, mais instinctivement tu prends le téléphone et puis ah tiens j'ai quelques marques d'approbation de plus. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on devient dépendant de ça et ça s'est tellement installé de manière simple qu'on n'a pas eu conscience. Alors justement, ça c'est un exemple génial. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter une addiction, que ce soit les réseaux sociaux ou le sucre? Alors Parce il y que a j'imagine que plusieurs chemins. t'en parlais dans une vidéo, mais tu disais que la volonté seule suffit pas, ce serait Ah presque oui. trop facile. Bah en fait, oui, c'est ça pareil, on va toujours dire aux gens il faut plus de volonté. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les gens qui arrivent à sortir d'une addiction, c'est pas du tout le mécanisme de la volonté qui est en jeu. En fait, il faut pouvoir dérégler ce système de la récompense qui a été mis en place. Soit trouver d'autres moyens pour que le cerveau nous donne des récompenses, soit le couper de son circuit de la récompense. Et en fait, en hypnose, je schématise un peu, hein, on va voir que deux choses sont liées. Donc par exemple, ouvrir mon téléphone, aller sur tel réseau social et puis regarder ce qui s'y est passé, ça va me provoquer une émotion. Bah, pour le cerveau, en hypnose, on va pouvoir dissocier les deux. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la prochaine fois que je vais sur ce réseau social, ça ne me procure aucune émotion. On va anesthésier cette émotion. Ça peut être une réponse. Et on va essayer de greffer cette même émotion à d'autres choses plus intéressantes pour la personne. Quand elle fait un truc qui est bon pour elle, quand elle va avancer sur quelque chose qui est positif, quand elle va se faire du bien, quand elle va se donner une bonne pensée. On va donc délier deux choses et relier en fait différemment. Du coup, on a un nouveau mécanisme qui va se mettre en place. Alors je simplifie un peu, hein, mais imaginons par exemple que cette récompense soit donnée à chaque fois que la personne mange quelque chose qui est bon pour elle. Eh bien, très rapidement, en fait, elle va devenir addict à manger quelque chose qui est bon pour elle. Mais ça, c'est plutôt sympa. Ça, on peut le faire en auto-hypnose. Et si oui, Oui. c'est quoi la pratique qu'on peut mettre en place pour arriver à ce type de résultat? Alors, il y a deux étapes souvent. La première étape, c'est déjà d'apprivoiser un peu les états hypnotiques. Donc souvent, il y a des petits exercices tout simples qu'on peut faire pour sentir qu'on modifie son état de conscience. Et une fois qu'on arrive dans cet état un peu différent,
on va avoir une meilleure capacité d'accès à son propre inconscient, et ben on va se faire vivre en fait un petit peu ces schémas-là. Donc c'est des petits protocoles qu'on peut suivre, à trouver celui qui va nous convenir, parce qu'on est tous un peu différents. Et en fait, on va réorienter l'activité cérébrale, on va réorienter les schémas internes en faisant ça. T'en parles un peu dans ton livre justement et tu donnes plein d'exemples Oui, pratiques. oui. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme un ou deux exemples justement de techniques que les Pour, personnes peuvent mettre en place? pour découvrir l'état d'hypnose, par Ouais. exemple. Écoute, il y a un exercice qui est assez simple et surtout assez concret à vivre. C'est un exercice où on va essayer de passer justement du volontaire à l'involontaire. Alors tout le monde pourrait le faire, hein, c'est assez simple. Imaginons par exemple que je mette mes mains comme ça. Alors pour ceux qui nous écoutent simplement, je mets les mains un peu écartées devant moi, peut-être de 30-40 centimètres, comme si je tenais je sais pas moi, un gros objet devant moi comme ça. Et première fois, je vais faire le mouvement volontaire, je vais essayer de rapprocher mes mains très lentement, mais vraiment volontairement. Et puis après, je vais faire une deuxième fois, je vais essayer d'imaginer que mes mains se rapprochent et d'arriver à trouver le moment où le mouvement se fait sans que j'ai vraiment l'impression que c'est moi. Et souvent, on va le faire plusieurs fois jusqu'à vraiment avoir la sensation que là, c'est plus du tout moi. Enfin, j'ai l'impression subjective en tout cas, mais mes mains se rapprochent toutes seules parce que simplement je désire qu'elles se rapprochent toutes seules. Et là, on va s'apercevoir qu'on est passé de la volonté à l'imagination. Et c'est des très bons exercices pour faire un premier pas dans un état de conscience modifié. Alors après, on peut l'amplifier. Je crois que c'est l'exemple que tu prends dans ton livre avec la main en lévitation. Ouais, alors on peut aussi s'imaginer que sa main se lève toute seule, faire ce qu'on appelle une lévitation de la main. Et à chaque fois qu'on vit ça, il y a un moment où parfois les gens remettent de la conscience dedans, ils récupèrent, ils relaissent, et on fait quelques allers-retours, jusqu'à sentir en fait qu'on autorise une partie inconsciente de nous à être vraiment présente et à prendre un peu le relais. Alors, il y a un sujet dont les gens parlent énormément ces 10-15 dernières années, c'est la méditation, en Oui, pleine oui. conscience. Il y a plein de techniques de méditation. Quel rôle ça a par rapport à la conscience? On en parlait beaucoup au début. Et à l'hypnose, est-ce que toutes ces techniques ou les techniques de méditation peuvent entraîner des états de conscience modifiés? Et quel rôle ça peut avoir par rapport à l'hypnose? Alors tout à fait, en fait, c'est pas très éloigné. On est sur des familles un peu différentes, mais quand même assez proches. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mauvaise traduction. Ce qu'on appelle méditation pleine conscience ne devrait pas s'appeler méditation pleine conscience, parce que ça donne une fausse interprétation du mot. À la base, c'est mindfulness. Tu vois, dans mindfulness, il n'y a pas du tout d'idée de conscience. C'est pas du tout. Puis il nous manque un mot en France. On a mental, on a esprit. En anglais, il y a mind, il y a cet entre-deux en fait qui est quand même assez intéressant. La méditation, à la base, c'est pas une pratique pour aller bien. C'est une pratique pour atteindre des états d'être, des états qu'on va trouver dans certaines cultures où on est censé atteindre ce qu'on appelle l'illumination, des états de Bouddha ou des choses comme ça. En gros, des états où on est en totale osmose avec ce qui se passe, où il n'y a plus de résistance. Donc c'est vu comme un Graal quelque part, comme une sorte d'état de sagesse. Et quand on a occidentalisé ça, on a remarqué qu'en fait, ça faisait du bien aux gens. Donc on peut en faire un outil, notamment de gestion du stress ou quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il y a des gens qui sont emparés de la méditation et qui en ont fait une sorte de mélange entre hypnose et méditation. C'est arrivé en plus à une époque où c'était pas facile de parler d'hypnose, donc parler de méditation parfois rendait Plus les choses un peu accessible, plus plus claires. simple et peut-être moins sulfureux dans l'imaginaire des gens. Tout à fait, ouais. Mais si tu vas dans des applications de méditation, parfois ce que tu trouves ressemble beaucoup plus à de l'auto-hypnose, sans le dire, que à de la méditation. Ce Euh, serait quoi la méditation guidée où en fait on est en train d'écouter et on se laisse, son cerveau se laisse un peu vagabonder? C'est ça, oui, il va y avoir des étapes, il va y avoir des choses à faire, à voir, à ressentir, etc. Et dès lors qu'on fait ça, en fait, ça ressemble plus à des accompagnements hypnotiques. À chaque fois, le but, c'est de comprendre comment on fonctionne et puis de réguler à travers l'expérience comment on fonctionne, de sortir du mental. C'est là que ça se rejoint, hypnose et méditation. Peut-être la différence, c'est que dans la méditation, normalement, il y a pas d'objet. On va juste atteindre un état de méditation. Là où dans l'hypnose, on va vivre différents états pour certaines choses. L'état pour l'anesthésie n'est pas le même état que pour préparer la concentration d'un sportif de haut niveau, qui n'est pas le même état que l'état de lâcher prise pour bien profiter de ses vacances, par exemple. On va vraiment viser un état particulier. Donc c'est peut-être ce qui les différencie aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas un caractère physiologique quand, par exemple, on va utiliser la méditation à travers la respiration Oui. pour essayer de se déstresser? En fait, on oblige quelque part le corps à être dans un mode où il est serein parce qu'il se remplit d'oxygène ou qu'il fait une rétention d'oxygène. Mhm. Là où, sur l'hypnose, on va prendre un pas de côté pour essayer de comprendre ce qui nous met dans un état comme ça et essayer de le dissocier. Alors oui, je pense que peut-être que la différence, c'est qu'en méditation, on n'explique pas forcément la question des inducteurs. Un inducteur, c'est ce qui induit un état de conscience différent. La respiration, c'est utilisé dans plein de traditions. En hypnose, on l'utilise aussi, pour le coup, que ce soit l'hyperventilation, que ce soit en effet l'exercice de rétention, des choses comme ça. C'est une famille d'inducteurs pour modifier l'état de conscience. En gros, dès qu'on fait faire quelque chose à notre corps ou à notre cerveau qui est inhabituel, ça induit un état un peu différent. Et après, on peut essayer de l'amplifier au maximum. Donc, c'est vrai qu'en hypnose, on met vraiment l'accent là-dessus. Qu'est-ce qui modifie l'état? Quels sont les trajets qu'on peut faire pour modifier ces états? Et jusqu'où on peut aller dans ces états et dans ces expériences?
Je le vois justement dans un des cas, concrets de ton livre. Ça me faisait penser à la respiration Wim Hof, où on Oui, tout à fait, respire un ouais. peu de manière Ouais, holotropique, très rapidement avec, pendant 30 secondes, je crois, dans l'exercice. Ensuite, on vide complètement ses poumons, oui. on retient sa respiration. Après, on prend une légère inspiration et Mmh. on continue de maintenir, le fait de non respirer. Tout à fait, Qu'est-ce ouais. que ça induit? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors en fait, ça va altérer un peu l'état de conscience. Il y a une histoire derrière ça. Alors ce genre de respiration vient d'une forme de yoga assez ancienne, donc c'est millénaire, hein, et il y a un psychiatre, alors je pense que c'était au début des années 60, Stanislas Grof. Tu sais, la psychiatrie à l'époque utilisait beaucoup les psychédéliques et puis ça a été interdit, assez brutalement, plein de raisons. Et les psychiatres qui utilisaient ça, qui trouvaient quand même qu'il y avait des effets intéressants sur la dépression notamment et sur les addictions. Pour la petite histoire, les études là-dessus sont reprises aujourd'hui. Aux États-Unis et en Suisse, je crois qu'il y a des expérimentations qui sont faites, Aux États-Unis, ça vient d'être même légalisées, réutilisé en psychiatrie dans certains États, en tout cas depuis le 1er janvier, là. Et en Suisse ou en Angleterre, et là en France, bah, il y a quelqu'un de mon école, un des formateurs de mon école, qui fait partie des premiers tests là à Sainte-Anne, notamment sur les questions de dépression et d'addiction. Il y a des tests en laboratoire qui sont faits pour voir comment ça peut aider les gens. Donc on revient à ça. Mais à l'époque où il y a eu cette censure, Stanislas Grof s'est dit, est-ce qu'on pourrait recréer des états proches des états psychédéliques avec d'autres outils? Et en fait, c'est là qu'il s'est intéressé notamment aux techniques de respiration, qu'il a créé ce qu'on appelle la respiration holotropique, parce qu'il a remarqué que cette hyperventilation, elle amenait des sensations un peu d'étourdissement, elle amenait des formes de lâcher prise, mais elle amenait ça de manière très active, là où dans des formes parfois d'autres approches, il y avait un truc un peu passif, donc ça l'intéressait beaucoup. Et il s'en est servi notamment pour travailler en régression, pour que les gens reviennent dans des moments du passé, pour travailler sur notamment des traumatismes ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur la régression? Sur la régression, bah, c'est un outil qui est fabuleux. Tu sais, tout à l'heure, tu posais la question, qu'est-ce qui vient de l'enfance? En fait, même si aujourd'hui on sait que c'est pas seulement la réalité, mais seulement ce qu'on s'imagine qui va agir sur nous, retravailler sur des épisodes de vie difficiles, retravailler sur des moments de vie où il y a eu des enjeux assez importants, bah, ça amène des libérations très très fortes. Donc imaginons, je prends un cas classique, hein, mais quelqu'un est timide et sa timidité vient d'un moment d'humiliation dans son enfance, par exemple. Peut-être que c'est pas un moment qui est si important que ça, mais ça a été la pierre angulaire de quelque chose. Cette personne, après, a moins osé se confronter au regard de l'autre, elle s'est un peu recroquevillée dans ses fonctionnements, elle a eu peur du jugement, des choses comme ça. Puis des années après, c'est devenu en fait un comportement presque identitaire pour la personne. Changer un comportement identitaire, c'est très compliqué. Parce que même si tu apprends quelque chose de nouveau, tu vas revenir vers tes instincts. Si on fait une régression et qu'on va travailler à cet endroit-là, et en hypnose, on peut vraiment arriver à une régression assez profonde qui va permettre un travail sur tous les enjeux émotionnels, eh bien une personne va pouvoir se libérer de ce qui s'est passé, se dissocier de ce qui s'est passé et réintégrer son fonctionnement comme si cet événement n'avait plus d'impact sur elle. Donc elle va vraiment avoir une impression très bizarre, c'est de se réveiller avec tout d'un coup des comportements qui lui correspondent plus vraiment. Et là, on va l'aider à se recréer des nouveaux comportements. Mais cet aspect timidité va être décorrélé de son identité. Ça va vraiment se découper. C'est une remise à la surface de schémas un peu empiriques pour la personne et puis Oui, après une prise de recul pour se dire: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin, en fait?» c'est ça, oui, ça remet du choix là où on pense qu'on est déterminé par un fonctionnement. Mais c'est forcément plus compliqué, plus, ça vient, long et moins on s'en souvient aussi parce qu'il y a forcément des traumas dont on n'est plus conscient du tout. Tout à fait, Et oui. comment est-ce que ça fonctionne dans un type de régression thérapeutique? Est-ce qu'on peut revenir chercher des souvenirs dont on n'aurait plus du tout conscience aujourd'hui? Alors on peut, mais il y aura une partie de ces souvenirs qui risque d'être modifiée. C'est pas grave à la limite, on s'aperçoit que ça a le même impact, parce que c'est la croyance en le souvenir qui est importante. On peut pas forcément révéler des choses en hypnose. Si tu as oublié ce qui s'est passé quand tu avais 6 ans, ben, c'est que ta mémoire l'a pas gardé. Par contre, tu peux savoir qu'il s'est passé quelque chose parce qu'on te l'a raconté. Et du coup, en hypnose, ben, il y a un souvenir qui va se recréer à partir des bribes que tu peux en avoir. Donc ça sera peut-être pas la réalité, ça sera peut-être une interprétation. Mais cette interprétation, c'est de toute façon celle sur laquelle s'appuie ton inconscient pour créer ce que tu es aujourd'hui. Donc en agissant dessus, ça va avoir des répercussions sur le présent. Et souvent, on va vraiment parler de libération du passé. Une personne va mettre à distance certains de ses mécanismes psychologiques et elle va se désidentifier de ça, ce qui va lui permettre d'envisager d'autres manières de fonctionner. Et alors, je le précise pour les gens qui nous écoutent, se me posent pas la question, mais mon père est psychiatre, psychanalyste, donc souvent, ce que je comprends de son métier, c'est qu'il doit aider les gens finalement à trouver les solutions pour eux, Oui, surtout pas leur dicter les solutions, parce que sinon le travail se fait pas pour eux. Est-ce que ça, c'est aussi une chose sur laquelle il faut être hyper on attentif, est notamment dans la vraiment régression? complètement, oui. En fait, pour que ce travail, même au-delà de la régression, pour que le travail en hypnose se passe bien, en fait, on va mettre la personne dans l'état idéal pour son travail et on va juste l'aider à trouver ses solutions. On va partir du principe qu'il y a juste à faire de la pédagogie, à apprendre aux gens comment ça fonctionne, mais le contenu réel, c'est eux qui vont le mettre, c'est eux qui vont le travailler, parce qu'on veut justement limiter les interférences, ce qu'on appellerait les projections, en tant qu'accompagnant.
Si je projette sur toi quelque chose qui m'appartient mais qui t'appartient pas, ça va fausser ton fonctionnement. Et en plus, tu risques imaginons que j'ai une théorie par exemple et que je te la donne, tu risques de vouloir me faire plaisir en fait et d'adhérer à ma théorie parce que tu dis que je suis un spécialiste. Donc il faut surtout pas que je te donne notamment ma théorie. Il faut que je te fasse expérimenter. Et c'est à partir de l'expérience que va se créer la bonne association d'idées. Et puis ce qui parle au patient en tant que tel pour que lui puisse se dire: «OK, ça c'est quelque chose Oui. sur lequel j'ai envie de travailler». On parle de son monde, on parle de sa construction mentale, on parle de son vocabulaire même. Donc on parle vraiment toujours de l'autre, du monde de l'autre pour pouvoir l'accompagner, oui. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des rêves, mais il y a toute une symbolique, que ce soit chez Freud, chez Lacan ou chez Jung, sur le rêve. Évidemment, les symboles sont très différents d'une personne à l'autre Oui, oui, oui. parce que, on peut pas considérer que ce symbole-là est universel et chacun, au travers de son histoire et des autres rêves et de son vécu, va avoir une interprétation différente de ses rêves probablement. C'est ça, ouais. En hypnose, on parie sur le fait que c'est la personne qui doit interpréter son rêve, mais que si elle le fait à partir de son état ordinaire de conscience, elle va être dans des jugements un peu hâtifs, un petit peu stéréotypés. Donc on va la remettre en hypnose, on va la reconnecter à son rêve et on va lui demander par association libre de laisser venir les choses à partir de là. Ou en écriture automatique ou des choses comme ça. Tu sais, c'était un peu le mouvement des surréalistes qui utilisaient ça. Et en fait, parce que je suis dans un autre état de conscience, je vais moins juger, je vais moins déformer la nature du rêve et je vais l'interpréter de manière hyper spontanée. Et donc parfois les gens disent ou écrivent ce qui leur vient. Et après, quand on les ramène à un état ordinaire de conscience, ils ont là une matière intermédiaire. Ils se disent, ah bah, là j'arrive à comprendre en fait mon rêve, mais j'aurais jamais imaginé ça consciemment. C'est vraiment un état intermédiaire qui est passionnant pour ça. Donc ça peut être super intéressant, notamment pour les gens qui vont avoir des rêves qui se répètent et donc qui peuvent Oui, être de nature un peu traumatique. exactement, oui. Comment comprendre? Parfois, il y a des messages à comprendre dans les rêves, il y a des interprétations à faire. Parfois, il y a des choses à trouver dans les rêves. C'est un matériel qui est passionnant. Mais c'est vrai qu'on s'en coupe un peu. Déjà, en étant réveillé par un réveil un peu brusque, on se coupe des dernières minutes du sommeil. Là où il y a le plus de sommeil paradoxal, c'est la fin de la nuit. Et en se réveillant, parfois de manière brutale, on ignore ça. Alors qu'en fait, il y aurait à laisser infuser quelque chose. Mais on en parlait, pour peut-être pas revenir sur les rêves, mais en tout cas, la nature, la capacité des rêves finalement à faire en sorte qu'on ait moins d'angoisse, moins de peur. Ça aussi, c'est quoi le rôle de la peur finalement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit accueillir, qui est de l'ordre de l'émotion, qui est... Ah oui, en fait, toutes les émotions ont une fonction. Et peut-être que le problème, c'est que les gens considèrent parfois qu'il y a des émotions positives et négatives et qu'il faudrait balayer les négatives. Tu sais, peur, colère, frustration, tout ça. Mais en fait, les émotions, elles sont là pour un rôle et on doit les apprivoiser. La peur, elle est censée soit nous maintenir en vie, nous faire éviter un danger. Elle est censée nous aider quelquefois à réagir aussi, donc à combattre, par exemple, quelque chose. Et du coup, c'est quelque chose qui est hyper important. Alors bien sûr, parfois on a une peur exagérée. Quand les gens parlent de phobie, c'est ça. C'est j'ai peur de monter dans un avion, je sais mentalement que c'est pas risqué, mais j'ai une énorme peur. Donc là, c'est que le cerveau, il nous surprotège. C'est un peu comme une maman qui a envie de surprotéger son enfant. Et là, on peut aider à sortir un peu de cet étouffement. Donc là, on peut réguler. Mais si on ignore les peurs, on devient insensible à plein de choses. C'est tout bête, mais il n'y a pas de courage sans peur, il n'y a pas de dépassement de soi sans peur. La peur, elle est un super moteur, quelquefois, pour qu'on aille au bout de quelque chose, pour qu'on vive des expériences intéressantes. Elle est un maître, en fait, cette peur-là. Par contre, si quelqu'un a tellement peur de sa peur qu'il fait de l'évitement total de sa peur, il va se couper d'une partie de son apprentissage. Donc il y a comment apprivoiser la peur, et ça, c'est des choses, tu vas en parler d'éducation émotionnelle. Quel est le juste milieu à trouver aussi par rapport à ce qui nous sert et ce qui ne nous sert pas? C'est ça. Si je suis confronté à une peur très forte, c'est pas le moment d'apprendre à l'apprivoiser. Je réagis comme je peux. Mais si, par exemple, dans une période d'éducation, on m'apprend à aller un peu vers la peur, à sentir comment elle fonctionne, à l'apprivoiser, à apprécier aussi ce qu'elle m'apprend, sans la survaloriser, hein, c'est pas le but non plus, le jour où quelque chose arrive à moi et que j'ai très peur, je vais savoir le gérer. Tu sais, tous les métiers de l'urgence, toutes les personnes qui font des interventions dans des milieux un peu complexes et tout ça, on leur apprend justement ça. On leur apprend à apprivoiser la peur pour que le jour où il y a un stress très très important, ils n'aient pas une réaction qui leur échappe. Un Qui se sportif, un fige. militaire en opération, enfin tous ces gens qui sont Typiquement, dans ouais. un sujet complexe. Voilà, on pense au tout ce qui est groupe d'intervention, militaire, etc. C'est apprivoiser ça, c'est hyper important. Et ça s'apprivoise. C'est vraiment une éducation qui est pas si complexe que ça. Il faut un petit peu de temps et amener les gens à jouer avec les émotions, à plus en avoir peur justement. On parlait du stress tout à l'heure. Est-ce qu'il y a Mm. du bon stress? Alors j'imagine que oui, quand on fait référence à l'adrénaline, mais Mais oui, oui, oui. comment on gère ça? Tu sais, alors en fait, ça veut dire quoi le stress? C'est une réaction d'adaptation. Tout apprentissage, par exemple, amène un stress. C'est si je te mets dans une situation inconnue, ton stress, c'est ce qui va t'aider à t'adapter. Donc si on coupait les gens de leur stress, on les couperait aussi de leur faculté d'adaptation. Donc ça serait quand même un peu dommageable. Et puis surtout, le stress, si on se laisse dominer par lui, bien sûr qu'il est gênant. Mais en fait, la plupart du temps, il nous amène plutôt à réagir vite et bien, à arriver vers la bonne forme de pensée. Quelqu'un qui est dans un léger stress va être plus performant que quelqu'un qui est
complètement couper de son Parce stress. qu'on mobilise toutes ces ressources et donc du coup on est plus d'acuité sur le sujet en question. C'est ça. Alors on pourrait s'entraîner là aussi à monter et descendre volontairement son niveau de stress pour choisir le bon, comme un curseur qu'on apprendrait à apprivoiser. Évidemment, si on fait ça, on n'essaie plus de le baisser à tout prix parce qu'on n'a plus peur et on permet aussi aux vagues de stress parfois de nous aider à avancer. En fait, c'est l'émotion comme un outil. C'est ça. Si notre corps a créé des émotions, si on a toute cette chimie interne, c'est parce qu'en fait c'est utile à notre survie. Et bien sûr que notre société a évolué, donc parfois les réflexes archaïques qui sont issus de nos ancêtres, ils sont plus toujours adaptés à notre société. Bien sûr que, tu vois, dans le cas de la peur, c'est censé, par exemple, nous faire fuir. Je vais devenir tout blanc parce que le sang descend dans les jambes. Parfois, ça nous fige aussi la peur parce qu'il faut échapper à un prédateur qui voit bien les mouvements. Donc ça a servi à nos ancêtres. Si on est là, c'est qu'ils ont survécu, c'était pas mal. Mais si aujourd'hui je fais un entretien d'embauche et puis que le sang descend dans les jambes, alors que j'ai juste besoin d'être à propos, réactif, etc., j'ai besoin que ça soit là, en fait, et pas dans les jambes pour fuir, bah là, la réaction est plus adaptée. Donc il faut juste la rééduquer, au fond. Ouais. Ouais, c'est le fameux freeze or flight Ouais, qui est exactement. souvent utilisé. Les gens peuvent avoir des réactions très très différentes par rapport à une situation stressante et comment bien remobiliser les ressources pour la situation en question. Il y a une petite mise à jour du cerveau à faire, en fait. Il Ouais, c'est fonctionne ça. bien, hein, mais parfois il faut l'aider un peu. Mais justement, t'en parles, alors j'en ai parlé tout au long du podcast sur ton livre, Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose, Mhm. aux éditions Le Duc, et je mettrai le lien en description. Mais tu mets plein d'exemples concrets, tu parles là de 45 expériences. Si jamais on disait, OK, comment t'expliquerais l'expérience de se libérer du regard des autres, par exemple? Ah oui, alors il y aurait plein de façons de faire ça. Sur le regard des autres, c'est pas forcément un regard réel, déjà c'est un regard imaginaire. C'est quand je fais quelque chose, qu'est-ce que je me raconte de ce que les autres vont penser de moi. Donc déjà, c'est internaliser ça et se rendre compte que c'est notre propre récit qui dit ça. Ensuite, une des expériences qu'on peut faire parfois, donc ça va dépendre. Il y a des gens parfois, ils pensent toujours à la même personne qui les juge. Un exemple typique, c'est quelqu'un qui à chaque fois fait quelque chose se demande ce que son père, ce que sa mère va en penser, ce que son conjoint va en penser, ce que ses enfants vont en penser. Quand c'est une personne cible comme ça, ce qu'on peut faire, c'est vraiment s'imaginer cette personne, s'imaginer pourquoi on croit qu'on doit lui plaire, en fait. Et presque questionner non pas la personne, mais la représentation qu'on en a, et se demander, en fait, qu'est-ce que je crois qu'elle attend de moi, cette personne? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est légitime de penser qu'elle attend ça de moi? Et est-ce que j'ai envie de porter ce fardeau-là? Je pense à ça parce que je faisais une petite démonstration d'hypnose il y a pas longtemps, avec quelqu'un justement qui disait à quel point, donc c'est quelqu'un qui avait perdu son père 2-3 ans avant, donc il vivait un deuil, et qui racontait qu'en fait, dans sa vie, il s'était toujours senti jugé par son père, toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, et que là encore aujourd'hui, il n'osait pas faire des choix qui auraient pu déplaire à son père. Et en fait, il se retrouvait dans un métier qui n'était pas le bon, qui était celui de son père, en fait. Qui avait Et projeté sur lui le fait de vouloir faire ce tu métier. seras comme moi, etc. Tu vois. Ok. Et du coup, le regard de son père, même mort, tu vois, était hyper fort. Peut-être encore plus fort du fait qu'il pouvait plus lui parler. Et on a fait une séance d'hypnose où je lui ai demandé d'imaginer son père et d'imaginer qu'il lui rendait ce qu'il lui avait donné, c'est-à-dire cette pression qu'il lui a donnée, qu'il affirmait devant lui, écoute, j'ai envie de mener ma vie, etc. Alors, pour se dire, ça paraît juste un jeu de rôle quelque part. Mais en hypnose, il y a un truc en nous qui va y croire vraiment. C'est-à-dire que cette personne a vraiment vécu le fait de dire ça à son père en hypnose subjectivement. Et en ressortant, la pression de ce regard avait diminué. En fait, notre cerveau, il va interpréter ça comme si on l'avait vraiment vécu, comme si on s'était libéré de quelque Et chose. puis on le disait tout à l'heure, le corps imaginaire, on l'a vu à travers les exercices, Oui. fonctionne peut-être même mieux que le corps physique. Et donc, en fait, même si on ne comprend pas forcément tout le mécanisme, on sait que le fonctionnement est très, très, très impactant. Tu vois, ce qui était beau dans cette séance, c'est qu'à un moment donné, donc en hypnose, la personne parlait comme si elle parlait à son père, et tout d'un coup en disant, voilà, je ne ressens plus le besoin de te faire plaisir. Je veux être ce que je veux être. Et si ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pas bien. Mais elle disait ça, il y avait des larmes, hein, c'était assez fort. Mais le fait de dire ça, tu sentais qu'il y avait une libération. Cette personne, ça faisait des années qu'elle avait envie de dire ça. Elle n'a pas osé pour pas déplaire. Puis après, son père était malade, donc c'était compliqué, il voulait pas décevoir. Mais là, tout d'un coup, il y avait ce truc-là. Donc c'est vraiment le travail qu'on va faire en hypnose, de créer du faux réel pour donner la possibilité de changer. Justement, t'en parlais dans certaines vidéos, tu as raconté certaines histoires, alors sans rentrer forcément dans la vie des patients, mais est-ce qu'il y a des sujets autour de l'hypnose qui ont été marquants pour toi, où tu te dis, bah là, j'ai vraiment changé la vie de cette personne pour telle raison, ou des histoires vraiment qui te sont restées? Alors, il y en a beaucoup, parce que ça fait un petit moment, mais tu sais, c'est souvent alors soit les plus anciennes, soit les plus récentes qui reviennent. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment quand je travaille avec des personnes qui, après des moments de vie très difficiles, des traumatismes, sont vraiment bloquées dans leur vie et qu'elles retrouvent de l'espace et de l'espoir. Et là, je pense à une personne qui a vraiment failli mourir il n'y a pas très longtemps, qui a vécu en fait un accident de voiture assez terrible, qui s'en est sorti à peu près indemne,
Mais il y a une personne qui est décédée en fait dans cette. Donc déjà il y avait l'injustice. Pourquoi moi et pas l'autre en fait. La sensation de culpabilité qui était énorme. Et cette personne, ben, avec le temps, hein, ça s'était passé quelques années avant, avait quitté son travail, avait quitté sa vie sociale, etc. On a fait tout un travail sur se réapproprier le fait que, oui, la vie peut être injuste, quelquefois, c'est une contrainte existentielle, mais on a travaillé sur le fait d'admettre ça, travailler sur la culpabilité pour la lâcher, travailler sur le traumatisme, évidemment, qui fait que cette personne culpabilise d'être en vie, en fait, après ça. Et là, je pense à ça parce que j'ai eu des nouvelles de cette personne il n'y a pas très longtemps qui me disait qu'elle avait retrouvé une vie, en fait, qu'elle a recommencé à fréquenter des gens sans se sentir honteuse, qu'elle a recommencé à revoir des anciens amis avec qui elle avait coupé, sans avoir l'impression qu'en fait, elle portait quelque chose qui était si lourd que ça. Mm. Donc, tu vois, c'est quand les gens se réinventent. Ça me plaît beaucoup parce que ça nous rappelle que quoi qu'il nous arrive, en fait, l'être humain a une faculté d'adaptation qui est énorme. Et moi, ça me touche beaucoup, ce truc-là. C'est beau. Bah, c'est une sacrée histoire en tout cas. Euh, je veux y revenir parce que je l'ai en tête, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé là. Je pense à ce Français qui a fait le tour du monde, je ne sais pas si c'était en planeur ou en avion solaire, Solar Impulse il me semble, Ah oui, oui, je me rappelle de ça, ouais. qui se mettait en état d'hypnose pour Oui. faire des micro-siestes Tout à fait. toutes les X minutes Mmh. et qui arrivait à s'endormir en quelques secondes. Oui, oui. Et je sais que tu en parles dans ton livre sur comment on peut, pour les gens qui ont un sommeil léger ou qui ont des problèmes de sommeil, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? C'est marrant parce que ça vient des navigateurs en solitaire à la base, donc là ça a été utilisé en avion en effet, mais parce que évidemment quand tu es dans un système aussi incertain, tu dois pouvoir dormir quand tu peux, quelques minutes s'il faut, avoir un sommeil fractionné et récupérer. Et moi c'était une personne qui était venue me voir une fois pour quelque chose comme ça en cabinet et qui me dit voilà je vais pouvoir m'endormir en 10 secondes, même pas. Et moi j'avais regardé comme un ovni en me disant mais on peut pas s'endormir en 10 secondes, enfin, je lui ai pas dit ça, heureusement je lui ai dit on va tester. Et on a fait des séances jusqu'au moment où cette personne arrivait à s'endormir devant moi sur commande. Incroyable. Et moi, ça m'a choqué parce que je me suis dit, mince, c'est pas possible que cette personne fasse un truc que moi, je sais pas faire. Donc, je me suis entraîné aussi à le faire, tu Ok. vois. Et il y a quelques années, avec un ami, on avait proposé un challenge comme ça. On avait appris aux gens à le faire et on faisait des concours de sommeil. On disait aux gens, le premier qui s'endort, tu vois, c'est plutôt. Et ça vient complètement modifier ce qu'on croit sur le fait que, notamment pour les gens qui ont beaucoup de mal à s'endormir, en fait, une fois qu'on connaît le trajet et on en a fait un rituel qui est très précis, qui est très ancré, en fait, on rentre quand même dans le sommeil très, très rapidement. Et il y a des gens, en effet, qui arrivent à y plonger avec un peu d'entraînement quasiment, alors, je ne vais pas dire instantanément, puis ça dépend de ce que tu fais avant. Hein. Si tu fais 10 pompes, c'est pas la même chose. Mais tu arrives quand même à relâcher le corps, puis à plonger dans le sommeil en un temps qui paraît presque anormal, quoi, presque magique. Ça serait quoi justement le rituel pour rentrer efficacement dans le sommeil? Tu parlais de visualisation, visualiser son corps, sa respiration. Enfin, j'imagine qu'il y a des Alors choses autour de ça. l'exercice le plus simple, en fait en hypnose, on va simuler le sommeil, on va simuler ça comme des étapes et un chemin. C'est-à-dire qu'on va recréer un sommeil chez quelqu'un, mais vraiment en le décomposant étape par étape, on va le faire dans un sens et dans l'autre, et on va déjà faire en sorte que la personne conscientise toutes les sensations qui sont sur le chemin. Donc est-ce que c'est là, est-ce que c'est au niveau de la tête, est-ce que c'est des pensées qui sont différentes? On le fait hyper conscientiser. Ce qui fait que la personne, elle mémorise le trajet, comme on mémoriserait un trajet pour se rendre d'un point A à un point B, quelque part. Ensuite, sur ce trajet-là, on va essayer d'amplifier les sensations pour que la personne elle les perçoive mieux déjà, pour que ce soit subjectivement plus fort. Et on va les relier les unes aux autres. Ce qui fait que l'une appelle l'autre, qui appelle l'autre, qui appelle l'autre. On va tellement les relier dans le cerveau que ce rituel, qui va être répété et répété plein de fois en séance, jusqu'au moment où il est bien ancré, dès que la personne le commence, elle ne peut pas s'empêcher, par association d'idées, d'aller jusqu'au bout. Comme un effet domino. Exactement. Et là, avec un peu d'entraînement, on arrive en fait, à créer n'importe quel état. Hein. C'est pas que le sommeil. Mais le sommeil, c'est impressionnant, parce que tu as vraiment quelqu'un qui part très vite. Et puis ça se mesure avec un électrocéphalogramme. Oui, en ce plus. serait de se dire, elle fait une petite relaxation au moment où elle est dans son lit sans même forcément être fatiguée. Et Ouais. parce que ça induit cette relaxation, tout le mécanisme du sommeil, Mhm. très rapidement, elle s'endort. C'est ça, ouais. Après, on met un fusil pour que les gens l'utilisent que quand ils veulent vraiment l'utiliser. Tu vois, un truc qui fait que ça se déclenche que quand vraiment je prends la décision. Il faut que ça parte d'une décision. Donc un trigger ou quelque chose qui est C'est ça. volontaire. Et comme ça sécurise le process. Et ensuite, la personne l'enclenche quand elle veut. C'est presque comme appuyer sur un bouton et hop, tu pars. Et ça, pour une personne qui a envie de ça, c'est combien de séances? Parce que je me dis que ça dépend de la personne aussi. En fait, ça dépend, oui, parce que déjà, tu peux ne serait-ce que faire 1 ou 2 séances et après t'entraîner avec auto-hypnose. Il y a des gens aussi qui vont le faire que par auto-hypnose. Moi, je m'étais entraîné par moi-même, hein, tu vois, à le faire, mais je savais déjà faire un peu d'auto-hypnose. Ah, c'est quand même quelques heures d'entraînement, mais ça vaut le coup. Ça change beaucoup de choses, en fait. Donc, même si tu passes, allez, selon l'aisance des gens, entre 5 et 10 heures pour t'entraîner à ça, ça vaut vraiment le coup. Et alors, je lisais dans ton bouquin qu'on peut aussi faire l'inverse, retrouver ou moduler son niveau d'énergie. Est-ce que Ouais, tu peux bien nous sûr. expliquer ça? Ah bah, t'as l'inverse, t'as les gens qui ont du mal à se réveiller. Donc, tu peux faire, c'est presque le même process à l'inverse. Et tu peux te créer aussi ce qu'on appelle des ancrages, c'est une forme de conditionnement associatif d'un état d'esprit particulier. Donc, par exemple, la concentration, qui est souvent demandée, c'est il faudrait que je puisse me concentrer sur commande quand j'en ai besoin. Eh bien, tu vas te créer une sorte de mécanisme, tu vas te créer un état de concentration, tu vas le relier à un déclencheur connu.
Donc par exemple, quand je serre le poing, donc je me mets dans un état de concentration en auto-hypnose, je serre le poing et je fais en sorte que mon cerveau fasse bien le lien entre les deux. Ça serait une notion d'ancrage, ça? Tout à fait, tout à fait. Et au bout d'un moment, vu que les deux arrivent en même temps, conditionnement associatif dans le cerveau qui relie vraiment les deux ensemble, et amplifié par l'hypnose, en plus, ça prend quand même assez vite. Et ensuite, dès que tu as ça, bah, tu as l'état de concentration qui vient. Alors, tu as des gens qui se mettent comme ça 2-3 états clés dans leur vie dont ils ont besoin pour rentrer dans les bonnes conditions. En fait, c'est de permettre d'accéder à un état modifié de conscience qui te permet de recréer des associations C'est qui ça. automatisent en fait un peu ce process-là. En fait, en hypnose, si tu penses au sommeil, tu vas avoir envie de dormir. Si tu penses à la concentration, tu vas être concentré. Sauf qu'il faut rentrer en hypnose, donc c'est un process un peu long. Mais si tu rentres en hypnose, que tu arrives à la concentration et que tu l'accroches à un déclencheur, bah, à force, tu n'auras plus besoin de l'hypnose pour arriver vraiment à ce que tu veux déclencher. Comment est-ce qu'on fait justement pour rentrer dans l'hypnose, dans l'auto-hypnose? Est-ce qu'il faut forcément aller voir un formateur? Est-ce qu'il faut regarder des vidéos, écouter Alors, il y a il y plein. a des applications, il y a des livres? Comment est-ce qu'on fait pour progresser là-dessus? Alors, on peut faire des séances. Après, souvent, quand on fait des séances, c'est parce qu'on a une demande thérapeutique. Donc, faire des séances juste pour entrer en hypnose, c'est peut-être pas forcément une démarche très commune. On peut apprendre avec des bouquins. Moi, j'ai créé une application aussi qui s'appelle Psychonaute, qui est une application pour apprendre l'auto-hypnose. Et il y a aussi plein de séances d'hypnose qui sont dessus. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ressources pour apprendre à faire ça. C'est assez simple, hein, quelque part. Ça va demander un peu d'exploration, mais c'est quand même hyper agréable à vivre. Donc, même l'apprentissage est quand même assez chouette. C'est tout de suite gratifiant. Et derrière, c'est quand même un pan de possibilités qui s'ouvre qui est quand même phénoménal. Donc, tu as l'impression d'ouvrir la porte. Tu vois, c'est comme si tu avais toujours vécu dans un petit espace et que tu commences à voyager. Bah là, tu voyages en esprit et tu t'aperçois que ton état normal, c'est un petit espace et qu'il y a plein de choses à explorer. Pour reboucler la boucle, puisque j'imagine qu'il y a des parents qui nous écoutent et qui se disent bah, ce serait génial que j'enseigne à mes enfants de Ouais. mieux gérer leurs émotions ou d'avoir un peu ces capacités de mieux se comprendre finalement. Est-ce que c'est les mêmes ressources que tu proposerais d'utiliser ou comment est-ce qu'on Pour peut les aider enfants. bah oui, des parents qui Ah oui. eux-mêmes ont envie de progresser, ça on l'a dit, mais s'ils ont envie d'accompagner leurs enfants dans cette meilleure connaissance de leur cerveau et de leur fonctionnement. Bah, en fait, c'est quasiment les mêmes choses parce qu'un enfant, dès 5-6 ans, il peut comprendre déjà un peu comment ça fonctionne. Il faudra peut-être simplifier, faire en métaphore. Mais tu vois, par exemple, tu as plein de petits livres aujourd'hui pour les enfants qui utilisent indirectement des mécanismes d'hypnose. Mais imaginons, par exemple, que tu crées un ancrage de sommeil pour un enfant, sur un doudou, par exemple. Tu vois, c'est déjà un mécanisme un peu hypnotique. Tu apprends à un enfant, par exemple, à se concentrer. Tu lui fais conscientiser la concentration, tu lui demandes comment c'est, comment il ressent. Tu l'aides avec des exemples. Puis une fois qu'il l'a trouvé, tu vas lui créer un petit rituel de concentration. On a plein de petites actions comme ça qui peuvent se faire. Un tout petit peu plus tard, la mémoire, ça fonctionne assez bien aussi. Tu vois, tu regardes un mot, comment tu le visualises, tu joues. Tu as plein de petits jeux d'esprit comme ça qui font qu'un enfant, il va fortifier cette concentration-là. Et surtout, on a plein de manières techniques d'apprentissage différentes. T'en parles Mhm. aussi, t'en parlais tout à l'heure, t'en parles dans ton livre. Mais chacun est très très différent sur sa manière d'apprendre. Et Oui, les neurosciences le montrent de plus en plus. complètement, oui. Euh, Ouais. Ça peut donner aussi des clés à un enfant de se dire, OK, qu'est-ce qui me parle le plus dans ces différents mécanismes en fait? Oui, c'est ça. Puis il va apprendre à se découvrir aussi. Par exemple, il y a des gens qui ont une imagination très visuelle, donc on va plutôt utiliser ça, le fortifier. T'en as qui l'ont pas, alors on peut les aider à le créer. Je prends un exemple tout bête, hein, mais pour qu'un enfant soit bon en orthographe, il faut qu'il visualise des mots. S'il se les répète mentalement, auditivement, ça va pas fonctionner. Donc tu vois un enfant qui a des problèmes en orthographe, tu vas t'apercevoir que très souvent il sait pas bien visualiser. Tu lui apprends à visualiser puis à automatiser le fait qu'à chaque fois qu'il voit un mot, ça s'ancre sous forme d'image dans son cerveau. Donc, tu vois, en quelques heures, tu apprends ça à un enfant et tout doucement, son niveau d'orthographe va monter avec de la lecture. Mais si tu lui demandes de lire alors qu'il est juste en train de se répéter auditivement les mots, il peut lire tous les livres du monde, il progressera pas en orthographe. Oui, c'est le problème de l'injonction quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est le médecin qui passe un pansement sur une jambe de bois en fait. Exactement. Et je pense que comme les enseignants sont pas formés à ce genre de choses, ils vont se dire cet enfant n'est pas doué. En fait, il est vraiment pas fait pour l'orthographe. En fait, non, il est aussi doué qu'un autre sans doute. Il a juste pas le bon mécanisme. Il faudrait que quelqu'un lui apprenne. Et ça a toujours été d'ailleurs, alors, sans critiquer l'école, mais le problème de l'école, c'est que c'est un moule sur lequel tout le monde Eh doit oui. s'adapter, Ouais. plutôt que quelque chose de plus flexible sur lequel tout le monde peut venir apporter ses compétences. Et puis souvent, les enseignants sont ceux qui ont été à l'aise dans le processus. Donc ils répètent quelque chose qu'ils connaissent et ils s'attendent à ce que les gens vivent la même chose qu'eux, ce qui est normal hein, en fait. Mais pour tous les gens qui ne rentrent pas dans ce moule-là, et aujourd'hui en plus, je pense qu'on est dans une population qui a plus tendance à chercher la singularité que la ressemblance, comme il y a encore pas si longtemps. Et c'est bien, hein, je trouve que c'est une super idée, mais il faut l'accompagner ça. Si on l'accompagne pas, ça donne des personnes qui sont juste en déphasage. Et bien sûr qu'il y a des gens qui décrochent parce qu'ils ont des vrais problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire, de concentration, qui sont pathologiques quelquefois. Mais il y a aussi des gens particulièrement doués qui décrochent parce qu'en fait, le système ne leur va pas du tout. Il y a vraiment ces deux extrêmes. Et on perd justement des gens qui pourraient faire des choses fabuleuses juste en les dégoûtant parfois de l'apprentissage.
Pour boucler un peu la boucle, qu'est-ce qui se passerait si demain, on apprenait dès le plus jeune âge, alors, parce qu'on passons le schéma, on est des adultes, conscients et on Oui. progresse, là-dessus, on fait un travail sur nous-mêmes. Si demain les enfants, ceux qui ont, cette capacité finalement plastique à pouvoir très rapidement, interpréter, comprendre des concepts et cognitivement les garder en tête, si ce schéma-là était mis en place très tôt? Bah, je pense que dans une génération, alors c'est de la science-fiction à ce stade-là, hein, mais si on éduque des enfants comme ça, dans une génération, le monde est très différent pour le coup. Qu'est-ce que ça changerait? Bah, déjà, imagine, rien qu'un niveau très basique, des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec leur vécu émotionnel et qui ont beaucoup plus de flexibilité mentale. Donc déjà, ça amène quelque chose d'important parce que quand tu vois le nombre de problèmes de personnes qui sont en burn-out, en dépression, de personnes qui ont du mal à se relever après un échec, après une difficulté, ça déjà, tu pourrais le diminuer très fortement. Ensuite, au niveau cognitif, tu vas développer des capacités. On a parlé de la concentration, de la mémoire. Donc, tu as des enfants qui tout d'un coup sont beaucoup moins bridés dans les possibilités qui s'offrent à eux. Parce que, a priori, ils vont être quand même beaucoup plus à l'aise à l'école. Donc, leurs choix vont plus être seulement par rapport à ce qui n'est plus possible, mais par rapport peut-être à ce qui leur plaît vraiment. Troisième chose, c'est qu'en fait, si on apprend tout ça, on a moins parlé de ce volet-là, mais il y a un volet communication aussi avec l'hypnose. Comment j'interagis avec les autres, comment je fais passer un message, comment j'arrive à créer de la clarté, comment j'arrive à me faire comprendre, comment j'inspire confiance. En fait, c'est aussi cet élément relationnel qui est super important. Et imagine l'impact de la compétence relationnelle qu'on n'apprend jamais, mais l'impact qu'elle a dans notre vie. À diplôme égal, une personne qui est à l'aise dans ses relations et une autre qui ne l'est pas, hein, ça donne pas du tout la même chose quelques années après. Donc il y a tout l'aspect relationnel. Et relationnel même dans l'intimité, parce qu'en fait, combien de personnes vivent des histoires très difficiles dans leur vie parce qu'elles ne savent pas ce que c'est une relation. C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas de cours de relation à l'école. C'est quoi les problèmes relationnels qui peuvent exister? Quels sont les problèmes de manipulation qui peuvent exister dans une relation? Parce que souvent, ils se créent de manière inconsciente. Donc là, on diminuerait le nombre de personnes qui sont victimes d'abus, on diminuerait, les gens sauraient mieux dire non, se positionner, etc. Tu as l'aspect apprendre à se connaître. Parce que pareil, en fait, comment demander aujourd'hui à un enfant de s'orienter très tôt dans sa vie vers un métier alors qu'en fait, il ne se connaît pas du tout. Si on apprenait à se connaître, ça serait pas mal aussi. C'est quoi mes talents? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer dans ma vie? Donc il y aurait aussi une meilleure appropriation de soi. Et mon idée de ça, c'est que si on a un peu tout ça, les gens sont déjà un peu plus heureux, vont au bout de leurs projets, de leurs envies, sont plus créatifs. Là, on partirait sur des considérations un peu plus même politiques, hein, mais ça dépend en fait de ce qu'on veut de la prochaine génération. Mais dans un pays comme le nôtre, je pense que l'enjeu, ça va être la créativité, notre capacité à avoir un esprit innovant, en fait. Et il me semble que ça a été une des particularités de notre pays pendant longtemps. L'hypnose, elle vient de Mesmer, mais Mesmer, au XVIIIe siècle, il est arrivé en France parce que c'est le siècle des Lumières, et toutes les recherches qui se font à cette époque inventent la psychologie moderne et tout ça. Il y a un historique génial derrière ça. On pourrait retrouver un esprit très créatif en apprenant aux enfants à l'être. En fait, on a l'impression en t'écoutant que ça correspondra à donner à des enfants une boîte à outils, là où aujourd'hui, parfois, ils ont un peu de chance parce qu'ils sont dans le bon contexte social ou familial qui fait qu'ils ont Oui. déjà un ou deux outils. Et là, ça permettra à tout le monde en fait de piocher dans les outils qui les intéressent. Il y aurait plus de mobilité sociale et il y aurait surtout aussi beaucoup plus de mobilité psychique. Les gens ne seraient pas condamnés à être ce qu'ils sont. Ils seraient beaucoup plus libres dans leur fonctionnement. Et tu parlais de communication, qui est probablement ce qui fait que le monde va mal aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas capables de se comprendre. Et même quand parfois ils sont d'accord, il y a un récepteur, il y a un émetteur, et puis la manière d'échanger les sujets n'est pas forcément la bonne. Mais après, les gens ont des filtres aussi qui peuvent être très différents. Ça changerait forcément énormément de choses. Et les besoins des gens peuvent être différents, parfois pas compris. Donc il y a tous ces filtres-là qui sont très compliqués à admettre. Ouais, je pense que alors c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est loin de l'hypnose des cours de communication, mais en fait un hypnotiseur c'est quelqu'un qui va surtout étudier la communication avec l'autre pour guider et la communication avec soi-même, et qui va l'étudier non pas dans ce qu'elle peut être seulement pathologique comme le ferait peut-être un psychologue, il va aussi l'étudier dans ce qui se passe quand elle fonctionne bien, justement pour avoir une communication qui fonctionne bien. Donc il y a plein de choses à en tirer. Puis un autre aspect qui est peut-être plus relié à l'hypnose, c'est la question des états de conscience. Si on y revient un peu, dans beaucoup de pays, peut-être en partant de là, même notre société est la seule dans laquelle les états de conscience ne sont pas très autorisés, voire un peu censurés. L'Occident en général ou L'Occident. Oui, c'est ça. Ouais, en C'est-à-dire Occident. que dans l'Orient, c'est évidemment des choses qui sont presque prédominantes sur le reste. Complètement, mais que tu ailles en Amérique du Sud, que tu ailles en Sibérie, que tu ailles en Afrique, la question des états de conscience, c'est une question importante. Nous, il nous reste l'alcool pour le divertissement, tu vois, mais en fait, dans toutes ces autres cultures, c'est sacré, c'est important. Et ça a notamment un rôle de régulation sociale. On vit à un moment donné collectivement un état de conscience différent, parce que ça fait du bien, parce que ça dédramatise, parce que ça recrée du lien, et parce que du coup, ça diminue tout ce qui est frustration, anxiété et colère. Et en fait, la dimension des états de conscience, nous, on l'a un peu par le côté festif ou par le côté artistique quelquefois,
C'est un truc qui est connu depuis longtemps, hein, quand 50 000 personnes sont dans un stade, ça leur permet aussi de vivre une catharsis qui est assez importante. Mais en fait, on pourrait aussi se servir des états de conscience quelquefois pour créer la régulation psychique et aider les gens à se poser, à dire les choses, à vider quand il y a besoin de vider. Donc il y aura aussi une façon d'apprendre aux gens à mieux se gérer avec tout ça. Et pour aller plus loin, peut-être faire une ouverture sur cette fin de podcast, mais sur les états de conscience modifiés, notamment en Orient, en Amérique du Sud, sur le Oui. chamanisme notamment. On arrive à aller explorer d'autres types de sujets. Alors, c'est moins sur le sujet de l'hypnose, mais quel est un peu ton avis sur le sujet? Alors attends, j'avais pas bien compris sur. Sur les états de conscience modifiés, le chamanisme. Ouais. Je pense que tous les états de conscience sont intéressants à vivre. Je pense que pour un être humain, vivre plusieurs états de conscience, c'est hyper fort en fait. On avait ça il y a très longtemps dans notre culture. En Grèce antique, par exemple, il y avait un rituel qui s'appelait les mystères d'Éleusis, où c'était les citoyens athéniens qui allaient vivre ce rituel, qui était où ils prenaient un psychotrope, a priori des champignons, quelque chose comme ça, pour vivre un élargissement de conscience, au moins une fois. On considérait que c'était un rituel de passage à l'âge adulte. Qu'est-ce que c'est un élargissement de conscience? En fait, dans ces expériences-là, tu vas avoir temporairement une suspension de ton identité et tu vas te relier à d'autres choses. Alors certains vont qualifier cette expérience de spirituelle, entre guillemets. Moi, je pense que c'est une expérience qui d'abord nous relie au monde, en fait, et qui nous remet en connexion avec l'autre, avec le temps, le passé, l'avenir, etc. Mais sans être dans un point de vue purement subjectif, on sort du jeu et on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec le monde. C'est quelle expérience un peu chamanique, en fait, qui peut être décrite? Et l'expérience chamanique, c'est exactement ça. C'est marrant parce qu'on a un peu caricaturé, tu sais, le mouvement des hippies qui, après ces expériences-là, voulait arrêter la guerre du Vietnam et tout ça. Mais en fait, ça développe un truc très pacifiste de vivre ces expériences-là. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins en colère contre soi et puis un peu moins contre les autres aussi. Donc il y a un aspect qui est plutôt intéressant. Après, le chamanisme, ça reste une culture qui est loin de nous. Et aujourd'hui, c'est la mode. Il y a plein d'Occidentaux qui vont au Pérou pour vivre des expériences chamaniques. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on pille les cultures locales. Il y a quasiment plus de lianes qui poussent à partir desquelles on peut faire ces expériences-là. Donc, c'est un drame écologique. Et puis, deuxièmement, pour un occidental, faire cette expérience, 3 fois sur 4, c'est tellement pas sa culture qu'il ne la comprend pas forcément très bien. Et que ça peut aussi créer des désordres psychiques, même dans certains cas. On a des outils aussi en Occident qui nous permettraient de nous réapproprier notre culture. On a aussi des expériences qui ont toujours existé, mais dont on s'est un peu coupé. Et donc je pense qu'on pourrait prendre exemple de ce que font les chamans ou même d'autres catégories de population pour se demander comment dans notre culture on fait réémerger peut-être quelque chose qui avait une fonction sociale importante. Quelle forme ça peut prendre justement en Occident? Je pense que, tu vois, c'est pas pour rien si on voit en effet que la méditation devient à la mode, que le yoga devient à la mode, etc. C'est parce qu'en fait, c'est ça qu'on y cherche dans tout ça. C'est des outils pour se réapproprier une part un peu plus inconsciente de nous, au fond. Et donc, je pense qu'en Occident, on a ça. On a des traditions où il y a ça. Il suffit juste d'aller les rechercher. Alors, l'hypnose en est une, hein, c'est peut-être la plus connue, mais en fait, il y en a d'autres. Il y en a qui sont plus modernes. Je pense à la sophrologie, qui est une voisine de l'hypnose aussi. Puis il y en a qui sont plus anciennes aussi. On pourrait reprendre des rituels anciens, les dédogmatiser, parce qu'avant, ils étaient reliés à des religions, des cultures parfois un petit peu anciennes. Mais si on les rénove et qu'on se réhabitue à ça, on va s'apercevoir qu'en fait, on a des outils d'autogestion qui sont super intéressants et qui nous correspondent mieux. Sur l'actualité de l'hypnose, tu parlais des études. Comment est-ce que toi, tu te tiens au courant des avancées? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des travaux de recherche qui sont faits là-dessus. Complètement. En fait, dans mon école, on a un centre de recherche qui est vraiment basé sur l'hypnose, neurosciences et psychologie cognitive, pour le coup. Plutôt recherche fondamentale, parce qu'en France, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. On a vraiment envie de prendre cette teinte-là. Mais il y a beaucoup de recherches. Aujourd'hui, l'hypnose, c'est très étudié. C'est 13-14 000 études publiées. C'est quand même une grosse masse de connaissances. Et aujourd'hui, ce qui est plutôt chouette par rapport à il y a quelques années, c'est que pour un scientifique s'intéresser à l'hypnose, c'est presque bien vu. Tu vois, il y a quelques années, c'était pas génial pour une carrière. Maintenant, c'est plutôt bien parce que c'est au cœur de plusieurs notions très modernes sur le fonctionnement du cerveau. On voit qu'aujourd'hui, on comprend mieux ces états de conscience différents. On voit aussi qu'on comprend mieux leurs applications, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On sait que le cerveau est un organe prédictif, mais comment il fait ses prédictions? Il y a encore plein de choses à chercher là-dessus. Comment ça modifie notre expérience subjective? On est au début, je pense, de cette vague de recherche. Ça me fait penser aux recherches qu'il peut y avoir sur la conscience. Ouais. Il y a certains Français qui sont maintenant aux États-Unis dans des labos de recherche à travailler justement avec des gens qui ont des expériences de conscience, on va dire, un petit peu différentes. C'est quoi ton avis sur la conscience? Est-ce que le cerveau l'a créée? Est-ce qu'elle est ni locale ni temporelle? Quel est un peu ton avis là-dessus? Écoute, c'est une grande question, j'ai pas de certitude là-dessus. C'est vrai qu'il y a ces deux pans-là, hein. Il y a les dualistes qui pensent que cerveau et conscience sont deux choses différentes, que le cerveau est juste le réceptacle, et puis que la conscience viendrait d'ailleurs et serait là avant et perdurerait après.
Moi, j'ai un peu peur de cette mode-là parce que je pense c'est une sorte de matérialisme spirituel. J'ai envie que mon âme reste après mon corps et c'est pas pour rien que ça se couple à l'idée de réincarnation et tout ça qui est très à la mode aujourd'hui. Ça nous vient des systèmes de pensée hindouistes, hein, plutôt. L'idée que ça va perdurer. Moi, elle me séduit bien, cette idée. Ça m'arrangerait bien que ça perdure, tu vois. J'ai pas envie de. C'est quoi? C'est un peu le pari de Pascal à te dire, bon, bah, j'ai pas de certitude, mais ça m'arrange plutôt que ce soit ce. Si je pouvais choisir, j'aimerais bien qu'il y ait une vie après la mort, mais je suis loin d'en être certain. Et je pense que le problème, c'est qu'on est biaisé dans ça parce qu'on a des attentes par rapport à ça. En tout cas, aujourd'hui, il y a rien qui nous permet de penser que c'est le cas. Il y a plutôt même des éléments qui nous amèneraient à penser qu'en fait, il y a pas vraiment d'autre chose que cette réalité matérielle. Ça va plutôt dans ce sens-là, mais on peut être surpris, ça peut évoluer. Il y a des gens, en tout cas, qui cherchent dans cette direction. Si un jour ça va dans cette direction, moi, j'en serais très heureux, en tout cas. Mais tu parlais justement, enfin, on en parlait tout à l'heure, d'hypnose, Oui. notamment dans le cadre de la médecine, Mhm. des interventions, notamment chirurgicales. Je crois qu'il y a le professeur Charbonnier qui a fait qui a écrit énormément là-dessus, avec tout un tas d'expériences où en fait les gens vivaient des choses ou revenaient en état de mort proche, near-death experience, et revenaient en racontant ce qui s'était passé sans être vraiment là ou dans d'autres pièces. Et est-ce qu'on sait expliquer aujourd'hui ce genre de mécanisme? Alors, en fait, le problème, c'est que souvent les gens disent ça, mais en fait, quand tu contrôles les expériences, ça ne marche jamais, quasiment. Enfin, je dis même pas quasiment. Oui, il n'y c'est a pas qu'en de fait, protocole scientifique en fait qui permet à de. chaque fois que ça a été testé, ça marche pas, Ouais. en fait. Donc, il y a ce que racontent les gens subjectivement, et on s'aperçoit que c'est souvent du réarrangement, du faux souvenir ou des choses comme ça. Mais à chaque fois qu'on teste et qu'il y a un vrai contrôle, hein, ça fonctionne pas. Les seuls qui arrivent à faire ça sont certains magiciens, mais on sait qu'ils trichent. Ou alors des magiciens qui sont fait passer pour des voyants ou des médiums, qui souvent ont été démasqués quand même dans l'histoire. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent ce genre de choses, mais dès que c'est étudié, ça marche plus. Donc, c'est quand même une question. Alors, moi, la personne dont tu parles, c'est quelqu'un qui me met plutôt en colère. C'est un médecin, mais je crois qu'aujourd'hui, il a beaucoup de procès autour de son activité parce que en fait, ce qui m'ennuie avec ce genre de personnage, c'est qu'il va dire il y a une certitude, c'est qu'il y a une vie après la mort, et je peux amener les gens qui ont vécu un deuil à parler avec un défunt. Et moi, ça me choque parce que, quelles que soient nos croyances, je pense que, et surtout un médecin, ne peut pas dire une chose comme ça. Parce qu'en fait, ça empêche un processus de deuil qui est normal. Il a des gens en souffrance qui viennent le voir, des gens qui vivent des deuils, et qui n'ont pas besoin qu'on leur dise que le défunt, il est là et qu'il sera toujours là, en fait. C'est des périodes de déni aussi, tout ça. Alors bien sûr qu'on peut avoir Et cette puis, c'est croyance-là. forcer l'interprétation de la personne. Peut-être qu'elle a C'est pas ça. envie qu'on lui dise une chose comme ça. Et puis, quelqu'un à qui on dit ça va le prendre pour une vérité tout d'un coup. Il n'a plus d'esprit critique à partir de là. Parce que son vécu subjectif peut être tout à fait tangible. Donc derrière, si on lui assène cette vérité-là, il n'a plus de recul. Et je pense que ça... ouais, pour moi, on abuse vraiment de certaines personnes en faisant ça, en tout cas. C'est un risque de fragilité. Ouais, je comprends. En tout cas, tu parles de plein de cas pratiques dans le quotidien pour explorer les capacités de notre cerveau avec ton livre. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors, il y a une chaîne YouTube où je mets pas mal d'infos, notamment des démonstrations d'hypnose commentées. Donc, c'est la chaîne de l'Arche, c'est mon institut de formation, l'Académie d'hypnose. Il y a les livres, il y a l'application Psychonaute, qui est une application pour apprendre l'hypnose où on met beaucoup, beaucoup de contenu. Et c'est déjà pas mal. Ça serait quoi, pour dernière question, ton rêve d'ici 10 ans sur tout ce que tu as pu entreprendre avec Ah. ces sujets larges? Et bien qu'en fait, ça devienne normal pour les gens d'explorer leur cerveau. J'aimerais bien qu'un jour, l'être humain puisse considérer qu'il est normal d'apprendre le monde extérieur, mais aussi le monde intérieur. Kevin, sur ce, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation.